Tout est bon. Eh bien, bienvenue à tous sur l'émission Farmer Trick, l'émission où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1 sur la chaîne Attrick FR. Aujourd'hui, on va parler de la 21e journée de Ligue 1 avec le classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, la victoire 5 buts à 0 des Parisiens. On reviendra aussi sur le match entre Lens et le Stade Rennais avec l'éviction de Habibey du côté du Stade Rennais. On reviendra sur tout ça. On pourra avoir un mot aussi sur le derby de la Côte d'Azur, même si ça a été un match assez chiant, et la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Nantes. J'espère que vous êtes prêts et pour m'accompagner aujourd'hui, notre habitué Gaëtan est de retour. Gaëtan, comment vas-tu? Écoute, au top, hein, un petit peu mieux que la dernière fois quand j'étais présent pour l'émission, sans cette petite grippe, mais présent et en forme pour discuter de Ligue 1 avec toi. Eh ben super. Et pour nous accompagner, c'est enfin le retour des émissions à 3. Donc le trio magique. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. Guy-Ange, comment vas-tu? Ouais, pourquoi tu dis on m'a pas vu souvent? Moi, je suis un habitué aussi, hein. Je suis là tous les mardis, je suis là. Non, bah écoute, ça va, hein. On essaye de faire comme on peut avec l'actualité marseillaise qui est pas très reluisante, mais sinon ça va. Eh ben nickel. Ben, en tout cas, on va pouvoir partir pour cette émission. Juste avant, petit point promo, évidemment. Donc déjà, vous pouvez aller sur les réseaux de Gaëtan, hein, GP Sport sur TikTok et Instagram. De toute façon, on les remettra une fois le live fini pour la vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le follow. Pour Attrick FR, n'hésitez pas, la chaîne Twitch, vous pouvez vous abonner. On est en live tous les matins, 10h midi. Pour l'actu du jour, on est aussi en live sur TikTok en même temps. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne Attrick FR pour les rediffs des lives et de cette émission sur YouTube, donc Attrick FR, et sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, X, Snapchat, Thread, Facebook, peu importe, Attrick FR, vous pouvez nous retrouver. Évidemment, vous avez aussi Classic Football Shirt, le site où vous pouvez acheter vos maillots rétro et vos maillots récents. Et avec le code ATRICFR10, vous avez moins 10% sur votre commande. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour la promo. On va pouvoir démarrer cette émission évidemment. Et on va commencer avec le match du dimanche soir, le classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Donc victoire du PSG 5 buts à 0. On va revenir, on aura pas mal de questions à se poser sur cette équipe du Paris Saint-Germain, sur son attaque et évidemment la concurrence entre les gardiens. Et on reviendra sur l'équipe marseillaise avec une nouvelle composition de Roberto De Zerbi, la débâcle, enfin les mauvais matchs des défenseurs marseillais, le changement de gardien aussi. Donc on va aller directement sur ce match. Donc les compos côté Paris Saint-Germain, on avait ce 4-3-3 classique de Luis Enrique avec Safonov dans les cages. La défense, on avait Mendes à gauche, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos en défense centrale, Zahir Emery à droite. On sait qu'il a fait l'intérim quand Achraf Hakimi était absent lors de la CAN. Là, Achraf Hakimi était suspendu après le match de Strasbourg. Au milieu de terrain, on avait la doublette portugaise João Neves, Vitinha. C'est Mayoulou qui remplace Fabien Ruiz en ce moment, le Mayoulou, le super sub parisien. Et en attaque, on avait Ousmane Dembélé, Désiré Doué à droite et à gauche, c'était Bradley Barcola. Côté Paris Saint-Germain, alors c'était plus un 3-4-2-1 côté Roberto De Zerbi avec deux langes dans les cages, donc Rulli qui était sur le banc. La défense à 3 de Marseillaise, Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi et Facundo Medina. À piston droit, Timothy Weah. Piston gauche, Emerson. Au milieu de terrain, Timber, Højbjerg. Et l'attaque marseillaise. Cette fois-ci, on avait Greenwood à gauche. On en a déjà discuté précédemment de Greenwood et son positionnement. Ethan Nwaneri à droite et Amine Gouiri devant. Si on se fait un petit compte-rendu de ce match, donc première mi-temps, ouverture du score d'Ousmane Dembélé, 1 but à 0 sur une passe décisive de Nuno Mendes. Deuxième but, on va revenir sur ce deuxième but, surtout d'Ousmane Dembélé avec la défense marseillaise qui s'est fait laver, on va dire. Euh, donc en deuxième mi-temps, troisième but de Facundo Medina contre son camp. Kvaratskhelia qui marque le quatrième et c'est Lee Kangin qui vient mettre le cinquième but pour la victoire parisienne. On va aussi se poser la question sur le carton jaune de Vitinha, est-ce qu'il y avait rouge ou non? Mais on va démarrer sur ce match tout simplement déjà. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Guy-Ange, je te laisse commencer. Honneur aux Marseillais. Bah écoute, franchement, bah, le score il est sans appel. On aurait pu encore en prendre 5 de plus, ça m'aurait pas choqué. On a de la chance quand même qu'ils touchent encore,
beaucoup de fois la barre. Franchement, je sais pas trop quoi retenir de ce match. Franchement, Paris, ils étaient tranquilles, quoi. Ils étaient sur leur, ils jouaient tranquillement, ils étaient sereins et nous, bah, de notre côté, on a totalement raté notre match et bah, comme je t'ai dit, le match, il aurait pu être, le score aurait pu être encore pire. Limite, j'ai l'impression qu'on s'en tire bien avec justement que ce 5-0, tu vois. Donc, franchement, je sais pas trop quoi dire. Juste bah, que Dembélé, bah, il confirme sa bonne forme du moment. Il nous a fait très très mal dans son rôle un peu de faux neuf. Moi, j'ai une action en tête où tu sais, je crois que c'est sa faux neuf qui lui fait la passe. Il se retourne, il met directement la remise sur Barcola. Mais je crois carrément, je crois que c'est une action qui amène un but, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, après moi j'aime beaucoup Mayulu. Franchement, je trouve qu'il apporte quand même un vrai petit plus au milieu. Il me rappelle un petit peu Nkunku dans le sens où bah, il ne sait pas vraiment savoir où le positionner parce que bah, à la base Nkunku il a commencé en tant qu'ailier, après il s'est repositionné en tant que non, de base pardon. Nkunku il a commencé en tant que 8 puis après là, il a monté un peu plus haut sur le terrain et tu vois que bah, Luis Enrique il aime bien un peu l'alterner Mayulu en le faisant jouer bah, soit dans le cœur du milieu ou limite un petit peu plus haut en attaque. Donc voilà, il y a aussi eu l'entrée de Dro qui a pu montrer un petit peu bah, un peu toutes ses qualités, mais ouais, côté Marseillais, franchement, je sais pas trop. Tu veux qu'on retienne quoi, à part que bah, défensivement, c'est pompé le match tout seul, et puis bah, que De Zerbi, bah, j'aime pas forcément trop l'enfoncer, mais bon, tu peux pas forcément jouer dans une. Tu peux pas faire du un contre un comme ça en défense, sachant que ta défense, déjà, en ce moment, elle est pas bonne. Donc, et que surtout contre des joueurs comme ça, tu peux pas te permettre de jouer à trois défenseurs, et limite de faire du un contre un. On a vu ce que ça a donné. Enfin, chaque occasion, ça faisait mouche, donc voilà. On va en discuter, t'inquiète pas, Guy-Ange. Gaëtan, est-ce que tu as un avis sur ce match au global? Et après, on rentrera en détail sur Roberto De Zerbi, sa défense et tout le reste, t'inquiète pas, Guy-Ange. Non, c'est un peu le même que celui de Guillaume, hein. Je pense qu'on a tous vu le même match. Une grosse domination de la part du Paris Saint-Germain qui était clairement là pour passer un message au championnat français et peut-être un petit peu plus en Europe. Et, euh, et ouais, après, par rapport, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats à avoir sur ce match, que ce soit du côté marseillais ou du côté parisien. Je pense que les choix de Luis Enrique, à l'inverse de ceux de Roberto De Zerbi, ont payé. Je pense à Safonov. J'ai beaucoup aimé sa prestation, notamment sur son jeu au pied, que j'ai trouvé très intéressant, je l'ai trouvé très intéressant là-dessus. Et après, bon, on a quand même le retour de pas mal de joueurs qui ont connu des grosses difficultés on va dire, sur cette première moitié de saison. Je pense à Désiré Doué, même si j'ai trouvé un petit peu, on va dire, maladroit, voire très maladroit, parce qu'il y a j'ai une action en tête. Bon, je pense qu'on l'a tous là sur le centre de Nuno Mendes, je crois, où il est trop court. Mais bon, c'est une action où il doit marquer. C'est impossible qu'il soit trop court à ce niveau-là. Mais si je devais retenir autre chose, c'est la prestation de Bradley Barcola. J'ai beaucoup aimé son match. Il a mis le meilleur joueur marseillais depuis le début de saison dans sa pocket. Donc, c'est pas une mince affaire parce que Timothée Weah, c'est peut-être un des seuls joueurs qui surnage avec Greenwood dans l'effectif marseillais. Et il a mis totalement dans son pocket. Il a fait un match monstrueux du début jusqu'à la fin. Il a toujours réussi à prendre la vitesse. Il a été capable de gérer temps fort, temps faible. Donc, très très grosse prestation de Barcola. Et au final, ça valide encore le choix de Enrique de le mettre devant des joueurs comme Guevara. Eh ben, typiquement, on va aller directement du coup sur cette attaque et après on reviendra peut-être sur ce que tu as dit sur Safonov. Je suis totalement d'accord sur Bradley Barcola, on l'a beaucoup critiqué. Sur la dernière émission où tu étais présent, on parlait de. J'ai plus le mot, est-ce que tu l'as, les préférences Motrice. motrices? Ouais. C'est ça. C'est très Donc, fort, motrice. voilà. Donc on a beaucoup parlé de ça sur Bradley Barcola qui ratait pas mal d'actions. Là, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Il a fait, comme tu l'as dit, très mal à Timothy Weah sur son côté gauche et même sur le côté gauche de cette défense marseillaise sur Benjamin Pavard. Donc ouais, Bradley Barcola qui a été très bon. Désiré Doué, euh, moi aussi je l'ai trouvé plutôt bon sur ce match. Il y a même ce poteau là où il a failli marquer. Je l'ai trouvé moins, peut-être un peu comment dire, il joue moins seul, il a peut-être été, il a moins joué le héros, voilà, c'est ça la phrase que je cherchais. Et Ousmane Dembélé, franchement, de classe mondiale, hein, niveau Ballon d'Or, surtout sur son deuxième but, il est assez impressionnant. On a l'impression qu'il jouait contre des U12. Sur ce deuxième but, hein, récupération devant Balerdi, il vient crocheter Balerdi et puis Medina, et après il finit pied droit. J'ai revu le but tout à l'heure, c'est quand même assez impressionnant. Et après Kvaratskhelia qui était sur le banc parce il avait encore une petite douleur à la cheville il me semble, mais qui a tout de même marqué.
Et même Lee Kang-in qui rentre à la fin et qui marque son but, hein. On disait un peu ce super sub de l'attaque de l'attaque parisienne. Toi, Guillaume, qu'est-ce que sur cette attaque parisienne, qu'est-ce que tu en as pensé? Mais je voulais une question précise, ouais, surtout sur le match de Barcola. Qu'est-ce que tu as pensé de Barcola et sur son début de saison, vu qu'on t'a pas forcément entendu sur Non, lui? bah écoute, bah, je pense qu'il a une période justement où il passe. Bah, t'as une période où justement Dembélé a été blessé, donc il a dû remplir un petit peu ce rôle. Et je pense bah, forcément, je pense que c'était un petit peu trop lourd pour lui parce qu'il y a des moments bah, forcément où il était un petit peu en dents de scie. Après, on connaît tout son talent, mais voilà. On sait que, bah, que si justement il veut passer un cap, bah, c'est dans la finition, en fait, c'est dans le dernier geste où il doit vraiment s'améliorer parce que bah, dans tous les autres aspects du jeu, bah, on voit qu'il fait très mal. Et en plus, bah, tu l'as dit, Gaëtan, et même toi, Vincent, par rapport à Timothée Weah, il a remporté son vis-à-vis de nombreuses fois. Et alors que bah, Timothée Weah, c'est l'un des seuls joueurs marseillais qui donne satisfaction pour le moment. Donc c'était pas forcément une mince affaire. Après, le problème, c'est que bah, les trois, en fait, on les a pas forcément vus tout le temps ensemble parce que bah, il y en avait un force. Il y avait des périodes où Doué était blessé, Dembélé était blessé, ou voilà, t'as Gvara aussi qui, bah, on l'a vu quand il est rentré, qui, bah, c'est aussi un joueur de classe mondiale. Enfin, sa reprise de volée, on n'en parle pas assez, mais elle est très très propre. Elle est très très très, très dure à réaliser. Mais sinon, pour revenir sur Barcola, bah, je pense bah, que. De toute façon, c'est ce qu'on dit sur lui depuis bah, quand même, depuis qu'il est arrivé au PSG. Enfin, non, parce qu'à un moment, quand il était arrivé au PSG, bah, c'était justement, même où Mbappé avait ses difficultés, bah, c'était lui justement qui se montrait un petit peu en sauveur. Il arrivait vraiment à bien faire ses actions, mais voilà, je trouve que s'il veut vraiment passer un step, c'est dans ça qu'il doit travailler. Après, peut-être que c'est peut-être aussi côté mental ou aussi peut-être qu'il doit progresser, mais sinon, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne partition, qu'il fait une bonne partie enfin, qu'il fait une bonne première partie de saison, mais que bah, tout simplement qu'il continue là-dessus et qu'il travaille justement sur on va dire, ce petit point négatif qu'il a. Ouais. Là, on commence à rentrer dans ce moment de la saison où la saison dernière, le Paris Saint-Germain s'est totalement réveillé. Bradley Barcola était titulaire la saison dernière en début de saison. En deuxième partie de saison, c'est plutôt Désiré Doué qui lui a pris sa place. Il y a aussi eu l'arrivée de Kvaratskhelia. Qu'est-ce qu'on s'attend à cette équipe du Paris Saint-Germain? Est-ce que pour l'instant les trois titulaires ça reste Dembélé, Doué et Kvaratskhelia ou Bradley Barcola pour ses prochains matchs par exemple en Ligue des Champions contre Monaco ça sera a ses chances d'intégrer cette attaque titulaire du Paris Saint-Germain? Gaëtan, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que la porte elle est ouverte à tous les joueurs parisiens sur l'aspect offensif. Bon, il y a Dembélé qui a sa place de titulaire indiscutable. On a Gonzalo Ramos qui sera un petit peu en retrait, qui sera remplaçant, c'est sûr et certain. Après, même à moindre mesure, je dirais Lee Kang-in qui peut peut-être sur certains matchs gratter sa place de titulaire en fonction d'absence ou de suspension. Mais après, pour tous les autres joueurs, je pense que c'est ouvert. Ce sera la forme du moment. Tu en as parlé un petit peu sur l'introduction de ta question en disant que, ben, que Barcola s'est un peu effacé sur la deuxième partie de saison, la saison passée, parce que certains joueurs avaient été performants, notamment Gvara. Mais ça se trouve, cette saison, l'histoire sera différente et ça ira un petit peu plus en faveur de Barcola. Donc, dur de se prononcer, je pense, à l'instant T pour savoir qui sera titulaire en avril-mai dans les matchs importants, voire mars, peut-être pour une confrontation contre Barcelone ou Chelsea. Mais après, je pense que Paris, qui que ce soit en attaque, sera armé pour remplir tous ses objectifs. Ouais, bah exactement sur cette équipe du Paris Saint-Germain, pardon, je cherche mes mots. Du coup, on se prononce pas pour l'instant, ça sera à la discussion entre Vara en fonction des formes du moment, s'il n'y a pas de bobo aussi au niveau de tous ces joueurs. Sur cette attaque du PSG, donc elle a été assez efficace. Avant d'aller sur l'Olympique de Marseille, quand même, je voulais parler de Safonov. Euh, entre Safonov et Chevalier, on a souvent eu ce débat. On a vu que Safonov, depuis la Coupe intercontinentale contre Flamengo, il a bah, ce rôle de titulaire. Un Chevalier était un peu blessé. Est-ce que vous comprenez une nouvelle fois le choix de Luis Enrique de le titulariser et la gestion des gardiens pour Luis Enrique au Paris Saint-Germain? Guillaume, si tu veux y aller. Bah, écoute, bah, là, forcément, son choix a été payant. On l'a vu, bah, qu'il a été très bon. En plus, je suis tombé sur ça il y a pas longtemps, où justement, c'était, je crois, que c'est un ancien gardien du PSG, justement, qui parlait un petit peu bah, on va dire, de la concurrence qu'il y a entre ces deux-là. Et justement, en fait, il disait que, bah, que c'est pas forcément quelque chose de négatif. Je pense que ça a forcément poussé les deux à forcément
être un petit peu meilleur et en fait, il revenait un peu sur l'adaptation de Chevalier, en fait, où il disait, bah, que Chevalier, en fait, on l'a jeté dans la cour des grands, en plus en sachant que, bah, que Donnarumma, on l'a renvoyé, on ne sait pas forcément pourquoi, donc déjà que tu arrives dans un grand club, tu passes de Lille à Paris, où Paris, bah, déjà c'est champion d'Europe et tu passes, tu changes totalement de dimension, où en plus tu dois assumer le rôle de Donnarumma, ou en plus en équipe de France, on te voit pourquoi pas être la relève de Maignan. Enfin, forcément, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en compte pour lui. Donc voilà, faut que je pense qu'il digère un petit peu tout ça. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose qui passe sur le banc. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par là. Moi, je me dis qu'un peu de concurrence entre les deux, ça peut pas faire de mal. Après, on a vu que au Paris Saint-Germain, forcément, ça a pas forcément donné. Ça a pas forcément été toujours positif. Par exemple, quand il y avait Trapp, Sirigu, Areola en même temps, on a vu que ça a été un petit peu le bazar à gérer. Mais je pense qu'Enrique Luis Enrique, pardon, arrive à tirer le meilleur des deux. Et je pense que c'est une concurrence qui a l'air plutôt saine parce que bah, quand tu vois la prestation de Safonov, t'as pas forcément l'impression qu'il est perturbé forcément par cette concurrence et que justement, je pense que tu arrives à forcément attirer le meilleur de Safonov avec cette concurrence-là. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que quand Chevalier il était prêt, tu l'as dit, on disait qu'il pouvait peut-être faire de la concurrence à McMahon. Au final, ça s'est pas fait. On sentait qu'il était prêt après son passage à Lille que de passer une étape dans ce club du Paris Saint-Germain. Pourtant, bon, il a fait certaines prestations, il a eu certaines prestations mitigées, mais il est pas horrible non plus, Chevalier. Euh, alors, tu as parlé de la concurrence Trapp-Sirigu, mais il y avait aussi Donnarumma, Keylor Navas aussi. Ouais, On, aussi, ouais. on s'est posé pas mal de questions et on a senti que quand même Donnarumma avait eu du mal à le gérer avant que Keylor Navas quitte le Paris Saint-Germain. Toi, Gaëtan, sur ce qu'on a dit sur ces gardiens, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que Savonov est le gardien numéro un dans la tête de Luis Enrique ou c'est vraiment cette concurrence qui souhaite pousser à son paroxysme en fait pour avoir le meilleur des deux? Et à l'instant T, ouais, pour moi, Safonov, c'est numéro un, hein. Il dégage beaucoup plus de sérénité que Lucas Chevalier. Je disais que Lucas Chevalier n'était pas horrible, mais à l'inverse, je ne trouve pas décisif. Donc bon, pour un gardien du PSG, on sait qu'il a quand même, c'est un poste où tu as très peu de situations où tu peux te montrer en valeur. À l'inverse des prestations qu'il a pu faire à Lille, notamment en Ligue des Champions, c'est surtout en Ligue des Champions qu'on l'a vu très très performant. Mais c'était des contextes qui étaient très favorables pour un gardien, parce que bon, quand tu prends 25 ou 30 frappes dans un match et que ben, sur le premier quart d'heure, la première demi-heure, tu es on fire, ben, derrière, ça te conditionne pour le reste de ton match. Et c'est ce qui s'est passé pour Lucas Chevalier sur ses performances en Ligue des Champions avec le LOSC. Mais pour revenir à ce débat-là, ça a toujours été problématique. J'ai souvenir tu parlais de Keylor Navas, je me souviens de Keylor Navas, Thibaut Courtois au Real. J'ai souvenir de Ter Stegen, Claudio Bravo à Barcelone. C'est toujours été compliqué de gérer ce genre de situation. Il y a eu des choix. Moi, je me rappelle au Barça, il y en avait un qui jouait le championnat, l'autre qui jouait la Ligue des Champions. Bon, ça reste très compliqué pour un coach. Je suis quand même plus fervent qu'il y ait un numéro un qui est bien identifié et un numéro 2 qui est aussi bien identifié. Pour le moment, c'est pas le cas au Paris Saint-Germain parce que Chevalier n'a pas été capable d'endosser ce rôle de numéro un alors que c'était totalement prévu pour lui. Alors ouais, le costume est peut-être un petit peu grand par rapport à tout le contexte que Guillaume a identifié en disant qu'il est arrivé chez le champion d'Europe, qui prend la place de Donnarumma, même s'il n'a pas eu des moments tout le temps, on va dire, forts avec Paris, mais qui sortent en tout cas d'une belle saison en Ligue des Champions, où les supporters étaient contents de lui et de ses performances. Tout le monde a été un peu surpris de ce choix quand même, malgré tout. Et quand on voit ses performances actuelles avec City, bon, on peut comprendre. Et du coup, est-ce que le costume de numéro un du Paris Saint-Germain, est-ce que c'est pas un petit peu trop grand pour Lucas Chevalier? Et je suis pas loin de penser que c'est le cas actuellement. Donc actuellement, on est en train de dire que Savonov est vraiment le gardien numéro un pour le Paris Saint-Germain, même s'il essaye d'établir cette concurrence. Ben, j'en reviens à ce que je te disais pour les attaquants. Je pense que Luis Enrique va juger à la forme du moment, et pour la forme du moment, il n'y a pas de débat. Ok. Ok, ok. Guillaume, t'es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord avec ça. En vrai, bah, il a des bons casse-têtes en tout cas, hein. Si t'as ça dans ton effectif, franchement, je préfère te casser la tête en te disant est-ce que je mets Safonov ou Chevalier que, bah, par exemple, si tu prends l'effectif de Marseille actuellement, quand tu regardes le banc, c'est pas forcément, c'est pas la même chose. Ok. Il y Ok, a ok. derrière. Bah, on va y aller sur Marseille. T'inquiète pas, Guillange. Je regardais un peu le calendrier pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Ça a l'air d'être plutôt abordable sur les prochains matchs. Donc pour la Ligue 1, il n'y aura pas forcément de concurrence en fin de saison.
Non, ils reçoivent l'Olympique Lyonnais en avril, donc on aura temps d'en reparler. Le prochain match, ça sera à Rennes. Mais on va aller sur cette équipe de Marseille quand même, les choix des Zerbi, tout ça. Cette nouvelle débâcle, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Benjamin Pavard. Euh, je sais pas sur quoi je voulais vous... Enfin, par quoi commencer surtout à cet Olympique de Marseille. On va aller directement sur Deserbi quand même. Donc, nouvelle composition de Roberto Deserbi au niveau des joueurs. Après, le système, en général, c'est à peu près le même s'il change beaucoup entre trois défenseurs, deux défenseurs. Les choix de Roberto Deserbi, la suite de Roberto Deserbi, on a déjà parlé de la Ligue des Champions avec Tiziano et avec Gaëtan, il me semble. Euh, sur la suite de Roberto De Zerbi à Marseille, le trio De Zerbi, Benassia, Longoria, est-ce qu'il faut continuer? On parle de que De Zerbi est en train de perdre peut-être petit à petit son vestiaire. En conférence de presse, il dit qu'il accorde sa confiance à Rouli. Finalement, il ne le met pas pour un match comme le classique contre le PSG. On se souvient aussi avec les cas Mopé, qui est considéré comme un fils. Au final, il a fait jouer 90 minutes en 3 matchs sur le début de saison. Adrien Rabiot, Valentin Rongier, on disait il adorait ses joueurs, c'était ses hommes clés, tout ça. Les deux sont partis. Qu'est-ce qu'on en pense de Roberto De Zerbi? Est-ce qu'il faut continuer avec lui à l'Olympique de Marseille? Il y a même aussi les supporters qui commencent à élever la voix. Bah après, à Marseille, c'est plutôt du classique. Guillange, toi qui es supporter marseillais, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, le problème, c'est que bah, le contexte à Marseille, on connaît en fait. Quand ça va bien, bah, c'est à 100% tout le monde est avec lui, et quand ça va mal, bah, tout le monde est forcément contre lui. Moi, franchement, je sais pas, je suis un peu mitigé sur lui. Bah, par exemple, contre bah, l'élimination là, et qui est survenue contre Bruges, j'ai trouvé que tout le monde avait attrapé sa veste, tout le monde avait attrapé la veste de De Zerbi, mais moi, je trouvais ça un petit peu injuste, bah, dans le sens où bah, désolé, mais les buts qu'on prend contre Bruges, c'est pas le système de De Zerbi qui est en cause. Le premier but, c'est une erreur individuelle de Balardi qui lâche. Non, le premier but, c'est une erreur individuelle de Rulli qui a pas la main ferme. Le deuxième but, c'est une erreur de Balardi qui n'arrive pas à prendre son, qui n'arrive pas à marquer son vis-à-vis. Et le troisième but, je crois que c'est Medina qui se fait prendre dans son dos. Donc là, enfin, et même quand tu voyais l'équipe, tu sentais que, enfin, les joueurs étaient pas dedans. Je me vois, je me rappelle très bien de ce match, j'étais avec mon cousin, et je lui disais, mais là, ce match, je le sens pas. Dès les premières secondes, je lui disais, mais ce match, je le sens pas. Et même lui, il m'a fait le scénario du match, il m'a dit, mais tu verras, on va être qualifié jusqu'à la 92e, et à la 93e, tu vas voir qu'on sera éliminé. Et c'est ce qui s'est passé en plus. Et c'est ça, mais après, est-ce que les joueurs ne sont pas en confiance parce que justement, De Zerbi n'arrive plus à avoir son vestiaire ou pas? Ça, je sais pas, mais par contre, contre le match du PSG, je suis désolé. Là, par contre, je lui en veux dans le sens où bah, tu peux pas rester sur une défense à 3 contre le Paris Saint-Germain. En fait, j'ai l'impression qu'il est borné dans ses idées. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de mal forcément à changer ses principes de jeu, à s'adapter à l'adversaire. Quand tu es une équipe qui domine, quand tu es une équipe comme le PSG, comme des grands d'Europe, il n'y a pas de problème. Ok, tu dois imposer tout le temps ton style de jeu, il n'y a aucun problème. Mais quand tu es une équipe comme Marseille et que tu joues par exemple contre le Paris Saint-Germain, je suis désolé, tu vas essayer de t'adapter, de trouver des solutions parce que jouer à 3 contre des joueurs comme ça, faire du 1 contre 1 sur des Dembélé, du Barcola, du Doué, je suis désolé, mais c'est suicidaire. Le mec qui passe et après c'est fini. Bon, t'as bien vu tous les espaces qu'il y a eu. Donc voilà, moi franchement là, enfin, je veux bien entendre que Deserbi soit responsable, mais dans tous les cas, si tu le vires, au final, c'est pour prendre qui? C'est ça la question, parce que là, sur le marché, actuellement, il y a qui disponible. Bah, Donc, après, il y a certaines options, mais surtout sur cette tactique, hein, comme tu parlais, les 1 contre 1, le choix de. J'espère que c'est pas une initiative personnelle de voir Balerdi sortir aussi haut sur le terrain, pardon. Euh, ouais, sur Roberto De Zerbi. Nous, dans cette émission, alors pour parler pour moi, j'étais assez fan. Le De Zerbi Ball, je trouvais on le voyait sur ce début de saison, même il y a quelques matchs encore. Je bah, trouvais contre Lens, qu'on voyait quelque chose. Sûr? contre Lens, je sais pas si tu as vu le match, mais le match qu'on fait, le match qu'on fait, il est incroyable, tu vois. Et juste après, bah, je crois que, bah, justement, après le match de Lens, on fait quoi? On joue contre qui déjà? J'ai oublié. Bruges. Alors attends, Voilà, tu joues contre Bruges, donc tu comprends pas, alors que le système est le même. Il a gardé entre Lens et Bruges, le système est le même. Donc moi, je comprends pas vraiment le match contre Lens. Je te jure, on a fait l'un des meilleurs matchs de la saison, tu vois. Que ce soit dans le contenu, dans le comment tu gères le match. Donc il y a des choses que je comprends pas en fait, tu vois.
Ouais, ouais, c'est pour ça qu'en plus on n'arrête pas d'en parler, que c'est, une des équipes les plus inconstantes. Mais ce que je disais moi, c'est qu'en fait, j'étais, voilà, on en avait parlé du match contre Lens, c'était très bien et pourtant, petit à petit, je commence à sortir du train des Herbiers. Je comprends pas, ce qui se passe avec, cette équipe, avec ses joueurs, dans sa com, surtout avec Rouli. Il a défendu, corps et âme pour le sortir contre le Paris Saint-Germain. On a dit que c'était pas un coach qui allait renier son style de jeu. Gaëtan, toi, t'en penses quoi? Est-ce que Deserbi, il faut continuer avec lui à l'Olympique de Marseille ou pas? Moi, Et si tu veux revenir tactiquement sur cette équipe de Marseille, peut-être sur le match du PSG. ouais, je vais parler un petit peu du match contre le PSG parce que tu abordes un sujet, je pense, qui est intéressant, c'est ce côté défense un point sur ce match. Après, pour revenir sur De Zerbi, moi, je pense que c'est quand même un coach de top niveau. Il est dans un contexte qui est particulier, où il y a beaucoup d'attentes. Après, je pense qu'il faut essayer d'avoir une analyse un petit peu plus lointaine en se disant où était Marseille avant son arrivée, que ce soit en termes de jeu, en termes de qualité de joueur. Honnêtement, je pense que depuis que ce trio Benassa, Longoria, deux arbitres travaillent ensemble, il y a beaucoup de progrès chez Marseille. Il y a aussi quelques défauts qui sont évidents, comme la gestion des émotions, une petite instabilité permanente dans le quotidien, dans certains choix. On a beaucoup parlé sportivement des compositions, mais il y a pas mal de choses. Beaucoup de changements de joueurs régulièrement. Sur sa communication, je te rejoins un petit peu, Vincent. Moi, attends, vous en avez pas parlé, mais moi, il y a un transfert qui me Ouais, dérange de fou, c'est Murillo. ouais, Ah oui, Murillo, alors, on a vu le documentaire, on en avait parlé un petit peu dans la première émission qu'on avait fait ensemble, c'est vrai. où ils encensaient l'attitude de Murillo. Et s'il y a vraiment un élément, un événement sur lequel je suis un peu en désaccord avec voilà, et ce que ce trio essaye de mettre en place depuis le début, parce que dans l'ensemble, je suis plutôt on va dire, en adéquation avec ce qu'ils font, mais c'est ce transfert de Mourinho, je comprends pas du tout. Parce que pour moi, c'est un manque de respect total, et je pense que du coup, forcément, les joueurs, c'est des choses, c'est des événements qu'ils comprennent pas. Alors à ça, rajouter, moi, je suis Mason Greenwood, je suis le meilleur joueur de l'équipe à droite, tu me fais jouer à gauche contre le Paris Saint-Germain, je suis Aubameyang, je suis quand même un joueur avec beaucoup d'expérience. Tu me traites comme si j'étais un U18 qui vient de monter du groupe de la réserve. Bon, il y a plein de petits éléments qui font que je pense qu'il y a peut-être des tensions dans son groupe marseillais. Moi, je pense que quand même, il y a aussi certaines choses où il y a un décalage entre direction et joueur. C'est sur ce côté ultra exigeant que ont Benassia, De Zerbi et je rajoute Longoria dans le trio. Et je pense qu'il y a un décalage avec les joueurs, tout simplement, parce que je pense qu'ils sont ultra pistés sur tout ce qu'ils font, que ce soit en nutrition, en retard, heure d'arrivée, mise au vert, enfin bon, surtout le quotidien ultra professionnel qu'essaie de mettre Benassia par rapport à son expérience des grands clubs. Mais en fait, le truc, c'est qu'il est avec des joueurs qui ne sont pas des joueurs de grands clubs européens. Si Mason Greenwood devait jouer dans un club du top 5, top 10 européen, mais il ne serait pas à Marseille. Et c'est justement cette inconstance, peut-être ce décalage ultra professionnel qui fait que ben, voilà, ça colle pas avec certains. Ça colle pas avec certains. Et du coup, il y a peut-être des tensions. Pour revenir à ta question de base, moi, je pense que De Zerbi, c'est quand même peut-être le coach de la situation. Après, je pense que son côté volcanique, on dit souvent qu'un entraîneur à Marseille doit être volcanique, il doit représenter la ville. Pas forcément d'accord avec cette théorie. Je pense qu'un coach calme, ça peut aussi faire du bien. On dit souvent que l'eau permet d'éteindre le feu. Ben, voilà, c'est feu plus feu, quoi. Donc, ça amène ce genre d'événement. Donc, moi, je pense quand même que c'est peut-être le coach de la situation. Et Guillaume, il a dit, de toute façon, c'est pour le remplacer par qui? Bah après, on peut se poser la question sur ça. Juste sur ce que tu disais sur l'attitude de Deserbi, il y a aussi cette attitude après le match de Bruges, normalement, je crois, où il fait pas la séance avec les joueurs. Je trouve ça un peu bizarre dans sa com aussi de pas se présenter à l'entraînement, de laisser son adjoint faire. Ça manque. je Dis-moi, crois qu'il Guillaume. faisait souvent c'est pas ça a pas étonné les joueurs parce qu'il fait souvent ça, en fait. Vu qu'en gros, je crois que j'avais vu qu'en fait, c'était une séance et due aux joueurs, en fait, qui avaient pas joué. Donc c'est pour ça qu'il a D'accord. laissé l'adjoint faire ou qu'il est pas forcément intervenu Parce que et franchement Parce oui, que vas-y, c'était vas-y. à Clairefontaine ou je sais pas quoi, ils ont dit qu'au final il était un peu malade et en fait il faisait un peu de boudin dans sa chambre ou un truc comme ça. Bon bref, c'est pas le plus important dans cette histoire, mais ouais, sur cette gestion des joueurs, on parlait aussi
d'Adrien Rabiot. Au final, avec du recul, le départ d'Adrien Rabiot, il fait extrêmement mal à cette Olympique de Marseille. Et en fait, c'est un débat que j'ai eu avec certains collègues sur cette équipe. Est-ce que, en fait, l'Olympique de Marseille a une colonne vertébrale avec... Donc, si on enlève la direction et qu'on part juste sur les joueurs, entre Rouli, Balerdi, Højbjerg et après Aubameyang qui a fait un an en Arabie Saoudite mais qui connaissait le club, ou Mason Greenwood par exemple, est-ce qu'il n'y a pas trop d'arrivées et de départs? Ce que tu disais aussi Gaëtan sur les joueurs et le haut niveau, on a vu qu'ils ont recruté des joueurs expérimentés de la Ligue 1. Par exemple, un joueur comme Facundo Medina, on disait que c'était un bon joueur à Lens, on trouvait que c'était plutôt une bonne recrue, et ils voulaient que ces joueurs, même d'autres joueurs dans l'effectif, j'ai pas forcément les noms en tête, mais que en fait, ça soit des joueurs qui élèvent leur niveau en fait. Et au final, dans ce recrutement d'hiver, ils ont pris plutôt des joueurs qui en fait qui ont déjà l'expérience au niveau, que ça soit Nwaneri à Arsenal, que ça soit Quinten Timber qui est déjà international hollandais et qui a joué dans des clubs qui jouent la Ligue des Champions. Donc, est-ce qu'on a vraiment cette colonne vertébrale à l'Olympique de Marseille où elle est un peu cassée, on va dire, surtout quand on voit les crispations qui entourent un joueur comme Leonardo Ballardi, qui est le joueur le plus vieux dans l'effectif, qui est capitaine de cette équipe et, euh, et qui fait des prestations toujours aussi mauvaises cette saison. Si je peux me permettre, elle a la scoliose, hein, ta colonne vertébrale là. Elle est bancale. Non, mais elle est bancale de fou. Parce que, bah, justement, Gaëtan, en plus, il en parlait, mais je suis même pas revenu sur le traitement de Murillo, mais je trouve ça fou, justement, de tout remettre sur le dos de ce joueur, alors que, bah, franchement. En plus, dans le reportage, justement, tu le vois que Benassia, même Benassia, tu vois que limite, t'as l'impression que Murillo, c'est son fils, que De Zerbi aussi, Murillo, c'est un gars de sa famille, tu vois, et de tout remettre comme ça sur lui, franchement, moi, je trouve ça un petit peu abusé et justement comment tu peux mettre tu peux dire en gros tous les mots en limite c'était un petit peu ça en gros là on n'est pas bon à cause de Morio donc on le tège mais un mec comme Ballardi tu le gardes sur le terrain je suis désolé déjà contre Bruges mais en plus je me rappelle j'ai pas fait beaucoup d'émissions mais à chaque fois qu'en fait je reviens dans cette émission on parle toujours de la même chose et on parle toujours du même mec. Moi, là en plus là j'essaie d'être comment dire d'être le plus professionnel possible tu vois et de pas Mais laisser une lâche-toi, Guillange, dis-nous oh tout. non pour faire parler parce que sinon la Twitch ils vont nous bannir je te le dis mais dans le sens où bah ce mec il est pas fiable contre Bruges il nous coûte le deuxième but tu as vu le deuxième but contre Bruges comment il se fait avoir par un Oui, par un oui, enfant oui, il se fait avoir comme un tout- enfant là là je suis désolé l'action il rate son contrôle même Dembélé qui l'efface comme un enfant comme un gamin je suis désolé c'est pas correct et puis même Højbjerg en fait je sais pas je trouve je sais pas je trouve c'est un peu un yaourt nature quoi en fait au final c'est un mec en fait t'as pas d'avis sur lui en fait t'arrives pas à savoir si ce mec il est bon ou s'il est nul et je pense en fait Højbjerg en fait ce système là il lui correspond pas en fait je pense qu'il est parce que entre jouer à deux milieux et à trois milieux c'est pas pareil je pense que dans un rôle de sentinelle un petit peu tu vois un rôle de sentinelle où justement bah il se met bah, comme il aime bien faire tu vois un peu se mettre entre les deux défenseurs et récupérer les ballons bas il y a pas de souci mais dans un milieu à deux où justement bah c'est en fait le problème de son système à deux milieux de terrain, bah, c'est qu'en fait, c'est ces deux milieux de terrain-là, c'est les deux créateurs de jeu, c'est ces deux personnes-là qui doivent accélérer le jeu. Et en fait, Højbjerg, il n'y a aucun moment où ce mec, il accélère le jeu. Il aime bien justement prendre un petit peu son temps, calmer le Ça, jeu, j'ai vu, etc. ouais. En fait, c'est pas un mec qui peut prendre le ballon et accélérer, tu vois. Alors que, enfin, j'espère que Timber, il va un peu changer ce côté-là. Franchement, son match contre Lens, j'ai beaucoup aimé. Comme tu as dit, c'est un joueur qui a l'expérience, mais Højbjerg, je pense que. Mais le problème, c'est qu'Hojberg, c'est un grand joueur. Enfin, c'est un bon joueur. Il a quand même fait des grands clubs, tu vois. Au Bayern, bon, il a pas joué comme il voudrait, mais être dans la rotation de ce Bayern-là, faut le faire. Hein. Avec tous les grands milieux de terrain là qu'il y avait à l'époque. À Tottenham, il jouait. Tu vois, il arrive à Marseille, tu dis, il va être en tant que patron. Donc, je pense que c'est un système qui lui correspond pas, mais en tout cas, il peut pas avoir ce rôle de leader là. Et je pense que je suis désolé, moi je suis un milieu de terrain et je vois que ce mec là, il me donne des conseils toutes les 2 minutes alors qu'il est pas capable de porter un ballon. Non, mais non, mais je suis réaliste, mais je regarde ce mec, mais je dis, mais tu te regardes jouer, tu te regardes jouer. Pavard qui est censé être un leader, je suis désolé, mais il est à la rue. Il est à la rue, ce mec. Il est pas bon, tu vois. Enfin, faut dire ce qu'il est. Après, tu me parles de qui comme leader? Rulli, je l'ai porté dans mon cœur pendant un moment, parce que l'année dernière, si tu grattes la Ligue des Champions, c'est grâce à lui. Même Mais je sur suis le désolé. début de saison, hein. Ouais, même sur le début, tu vois? Et même contre Bruges, je suis désolé, il nous coule. Enfin, là, franchement, je suis d'accord avec le choix de Zerbi, même si c'est son fils.
Bah, tu vois, comme Enrique il a fait au PSG, tu vois, il a tranché finalement, bah, en fait, les statuts, ils peuvent pas forcément prendre le dessus sur tout, tu vois? Je pense que, Jeffrey, en plus, justement, ça fait un moment qu'on parle de lui, tu vois? Qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, bah, qu'ils étaient un peu dégoûtés que ce mec-là, en fait, il joue pas, qu'il ait pas forcément sa chance. Bah, je suis désolé, s'il y avait bien un moment, un match un petit peu pour faire cet électrochoc, bah, c'était là. Bon, malheureusement, il en a pris 5. Après, il a fait des arrêts, tu vois? Mais on peut pas dire qu'en gros, les 5 buts qu'on prend, c'est de sa faute, tu vois? Il a pas été non, ah oui, si, c'est vrai que le but de Canguilhi, pardon, le 5, pardon. Le but de Canguilhi, par contre, bon, le but de Canguilhi, par contre, il est pour lui, tu vois? Mais le premier, le deuxième, le troisième, enfin, tu vois, c'est pas forcément que lui, mais pour te dire que ton ossature, franchement, elle est pas bonne. Højbjerg, il est un petit peu en dents de scie, c'est pas un patron. Balerdi, c'est pas Balerdi, c'est pas un patron. Enfin, Aubameyang, bah, malheureusement, bah, le but qu'on prend contre Bruges, là, déjà, il rate une action de fou. Il rate une action Ah de ouais. fou, il rate une action de fou. Le ballon qu'il perd, bah, c'est le ballon qui amène le 3e but où tu as Medina qui est je sais pas où, qui arrive pas forcément à gérer. Donc, le problème, en fait, c'est qu'à Marseille, c'est que tu pas forcément de patron, tu vois? Bah, en fait, les seuls leaders qu'il y a, en fait, c'est des leaders techniques. C'est pas des leaders techniques, enfin, c'est pas des leaders par la parole, en fait, c'est des leaders techniques. Un mec comme Greenwood, c'est un leader technique. Un mec comme Weah, c'est un leader technique, tu vois? C'est pas des mecs qui vont prendre la parole et qui vont t'haranguer un groupe, tu vois? Et justement, les personnes qui sont là pour haranguer le groupe, en fait, c'est des personnes qui, bah, leurs prestations, elles sont pas bonnes, tu vois? Donc, comment tu veux que leurs coéquipiers, forcément, prennent ça au sérieux et élèvent leur niveau de jeu, tu vois? Donc, franchement, je sais pas, en fait, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, en tout Désolé. cas, on a de... T'inquiète, t'inquiète. C'est... il faut se livrer. On a Tiziano dans le chat hein, qui nous dit Roberto De Zerbi est malheureusement une fraude. Et, et qui nous disait, alors je crois que ça c'est par rapport à Højbjerg, un mec qui fait des piquets en 2026 ne peut pas inspirer la confiance à un groupe. Je sais plus c'était quel match ce piqué, mais c'est vrai qu'il était assez incroyable, d'Højbjerg. Et sur tous les joueurs dont tu as parlé, il y a surtout... on en a parlé juste avant le live, mais t'as quasiment cité tout l'effectif, mais Facundo Medina. Non, oui, mais non, mais Facundo lui, j'en Medina. parle pas parce qu'en fait, tu as parlé d'ossature, tu vois? Mais Medina, pardon, c'est une fraude, ce mec. Non, non mais Non, c'est une blague, frérot. il arrive quand même en plus en tant que défenseur Leader, tu référencé un vois? peu de Ligue 1 quand même. Frérot, à part dire on a la Quinta, gna gna gna, pleurer et tout, il fait quoi le frérot? Je suis désolé. Je suis désolé de même parce qu'on parle de Balerdi là sur le but de Dembélé. Mais lui là, personne n'attrape sa piste, hein. Personne n'attrape sa piste. Ce qu'il a fait, c'est scandaleux. Ce qu'il a fait, c'est scandaleux. Non, même contre Bruges, je sais pas, le type, il est lent, il est lourd, je sais pas, je sais alors que pourtant ce type-là, quand tu le vois arriver, tu te dis: «Bah, en fait, c'est» en plus, il joue à Lens déjà dans une défense à 3 donc tu vois, tu te dis que, bah, il a ses repères, tu vois? Il sait il sait comment s'adapter alors que pas du tout, tu vois? Oh, le commentaire, il est cata. La tonne de gel de ce coach ne peut pas être prise au sérieux. Il a dit quoi? Oh putain, la tonne de gel de ce coach ne peut pas être pris au sérieux. Bon, on va essayer de retourner. Non, mais même Medina, franchement, c'est compliqué. Le type, franchement, le type, il est scandaleux. Je sais pas, il y a peut-être des petits en réserve qui ont plus la dalle que lui et qui sur le terrain, ils savent peut-être un petit peu plus gérer la profondeur, je sais pas. Peut-être qu'il faut changer quelque chose, je sais pas, mais là, Bah ouais, en tout cas, en plus, j'ai vu sur des articles, certains, on va essayer de revenir quand même sur ce débat et on va conclure. C'est vrai qu'il y a pas, il y a très peu de jeunes qui sont sortis de ce centre de Marseille. On sait que c'est compliqué avec la pression, tout ça. Et même le peu de minots qui pouvaient sortir ont été vendus. ah, Daryl la gestion Bacola, Robin Ovas. ouais, la gestion de Bacola, encore Vass, OK, je peux te l'accorder. Vass, encore, je peux te Oui, parce que l'accorder. c'est une belle somme. Voilà, tu prends une belle somme pour un mec qui voulait pas prolonger alors que, bah, il demandait quand même un salaire assez enfin, je pense qu'ils ont fait des efforts, tu vois, pour lui. Donc je peux comprendre, mais la gestion de Bacola, franchement, je la comprends pas, tu vois? C'est un petit, en plus, qui a fait des bonnes performances contre Newcastle, il fait une «passe D» entre guillemets, on s'est compris, tu vois? Mais je pense que c'est quand même un joueur qui avait du talent et je suis désolé je suis désolé, je mets à la place de Bacola, je vois un mec comme Højbjerg qui joue, je me dis: «Mais il y a problème», tu vois? Pourquoi non, mais encore qu'il soit pas titulaire, je peux comprendre, tu vois? Mais le type ne rentrait même pas dans la rotation, tu vois? Il avait même pas un petit peu de temps de jeu, tu vois? Même un mec comme Vermaelen, je suis désolé, je comprends pas non plus pourquoi il joue pas, tu vois? Après, je peux comprendre moi, je suis tombé sur lui contre le match contre le Real de Madrid parce qu'il fait une entrée il a fait une entrée catastrophique. Limite, bah, il nous coûte un but, tu vois? Mais après, il a réussi à se mettre en confiance. Après, bon, forcément, peut-être que De Zerbi lui en veut un peu pour l'action qu'il a fait contre Nantes, mais enfin, je sais pas, tu vois? Faut peut-être essayer de changer quelque chose parce que forcément, ce milieu de terrain où il y a
où ça pêche. Après, bah, j'espère que forcément l'arrivée d'Abdelli va changer quelque chose, mais la gestion de Bakola, franchement, je la comprends pas comment un jeune joueur comme ça, il arrive pas forcément à rentrer dans la rotation. Je te dis pas qu'il doit commencer titulaire, hein, mais même qu'il rentre 15-20 minutes, qu'il gratte un petit peu de match, qu'on voit un petit peu ce qu'il a apporté, tu vois? Mais Ouais. là, même ça, on l'a pas vu, tu vois? Du coup, sur l'arrivée d'Abdelli, t'es plutôt chaud dessus ou pas vraiment? Ou tu Non, sais moi je pas? suis chaud. Bah, je pense qu'on regarde tous les matchs, tu vois. Si tu regardes les matchs, Abdelli, c'est un très très bon joueur. Après, la question c'est de savoir si du coup il va arriver à s'adapter à ce système à 2 parce que bah comme j'ai dit avant, jouer à 2 ou à 3 c'est pas pareil, tu vois. Donc faudra voir. Mais moi je pense qu'Abdelli, bah ça peut. En tout cas, je pense que c'était un coup qu'il fallait tenter. Après, malheureusement, c'est que j'ai l'impression qu'on a un petit problème en fait avec les gens qui sont amoureux du club de Marseille, où Ouais, finalement malheureusement ça arrive pas forcément à coller, tu vois? L'exemple que j'ai en tête, bah, c'est Iliman Ndiaye, mais ouais. moi en tout cas je suis hype par l'arrivée d'Abdelli, tu vois? Certes c'est pas, enfin si tu suis pas la Ligue 1 tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'ils nous font à recruter un mec d'Angers?» tu vois? Mais si tu suis la Ligue 1 depuis plusieurs années et que, bah, tu prends en compte ses performances de l'année dernière et de maintenant, bah, moi je suis plutôt hype, tu vois? Faut juste arriver à voir, bah, du coup comment il va arriver à mettre ses qualités, En valeur. ah oui, voilà, exactement. Du coup, pour conclure sur cette question, pour l'instant, on reste avec des arbitres du coup à l'Olympique de Marseille parce que au niveau des coachs, vous l'avez dit. Moi, j'essaye de réfléchir en même temps, mais il y a surtout les coachs dont on parle pour, par exemple, une équipe comme Rennes, où on reviendra juste après, qui peuvent être dans les discussions si Marseille doit changer de coach. Des gars comme Laurent Blanc, Franquès, je sais pas, ou aller chercher à l'étranger. Roberto De Zerbi, il dit qu'il veut s'installer dans une équipe comme Marseille pendant 10 ans, tout ça. Honnêtement, j'ai pas l'impression que ça soit le style du bonhomme non plus. Donc on verra ce qui se passera sur la fin de saison. J'avais quand même une dernière question pour conclure quand même ce débat. Enfin, sur cette équipe de l'Olympique de Marseille, ce match au global. Paris n'est plus en Coupe de France, donc il y a des opportunités pour la gagner. Est-ce que on voit l'Olympique de Marseille aller au bout? J'aimerais que vous mouilliez un peu les gars si vous me dites qu'ils sont, est-ce qu'ils peuvent gagner cette Coupe de France, Gaëtan, vu qu'on t'a pas trop entendu sur cette Olympique de Marseille? Non, j'ai laissé mon collègue un petit peu s'exprimer. Fallait qu'il vide le sac. Ouais, ouais, fallait que faire un peu, tu vois? Mais en fait, le truc qui est triste avec Marseille, c'est tu vois que mais la défaite contre Paris, je te jure, comparé à la semaine, d'avant là contre Bruges, elle m'a rien fait, tu vois? Je suis Hmm. tellement habitué avec ce club. Non, mais c'est normal en vrai. Sur la défaite sur Paris, en vrai de vrai, il y a une classe d'écart avec Mmh. Paris. Faut être honnête aussi. Et je pense qu'il y a Paris s'est réveillé et je pense qu'ils peuvent mettre ce score à beaucoup d'équipes de Ligue 1, que ce soit Monaco, on verra en Ligue des Champions, mais je pense qu'à tout moment, ça peut être exactement la même chose. On se rappelle du match face à Brest la saison passée, alors que c'était soi-disant la révélation. Bon, ils ont pris 10-0 aller-retour, donc bon, faut pas aussi zapper que Paris, c'est quand même la meilleure équipe européenne, je pense, encore actuellement. Ils sont en rodage et ils seront prêts pour les confrontations européennes. Je m'égare un peu, mais limite, Vas-y, vas-y, parler t'inquiète. de la Coupe de France. Mais juste pour revenir sur l'ossature en 2 secondes, Vas-y, moi je vas-y, pense vas-y. qu'il y a un petit joueur à valoriser quand même côté Marseille pour donner un petit peu de positif, c'est Emerson. Emerson bah, voilà, qui connaît quand même son haut niveau. On parlait un petit peu de décalage avec l'ultra-professionnalisme. Lui, pour le coup, il le connaît. Quand même champion d'Europe. Je vais pas dire conneries, mais je crois qu'il a pris la LDC avec Chelsea. Oh, faudrait Donc, vérifier. en tout cas, il est champion d'Europe avec l'Italie, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est quand même un joueur qui a connu le haut niveau et je trouve que sa performance de dimanche est bonne. Donc en vrai, pour nos satures, tu as 3 joueurs à un moment, je te faisais le signe de 3. Pour Ouais, moi, tu as Emerson, Weah, Greenwood qui sont là. En vrai, malgré tout, j'ai quand même bien aimé la performance de Guiri contre Paris dans son jeu de haut but. Je l'ai trouvé bon, même s'il perd le ballon, je crois, sur le troisième où il y a c'est le CC. J'ai quand même trouvé assez bon dans cet aspect du jeu, alors qu'il était souvent entouré de un 2 voire plus de joueurs parisiens. Donc c'était vraiment pas facile. Je trouvais quand même capable de garder pas mal de ballons. Après, voilà, on en revient à ce que tu as sur les joueurs sur lesquels tu t'es lâché. Bah, Medina, pour le coup, je pense que c'est quand même de base une bonne recrue. ouais, Mais voilà, est-ce qu'il est mis dans les bonnes conditions? Moi, je suis désolé, pour moi, le fléau de Marseille, c'est pas Balerdi. On peut me dire ce qu'on veut. Medina, je pense qu'à côté d'un joueur qui est en place, d'un Aya Faguer, d'un autre défenseur central qui est de qualité, bon, c'est peut-être pas le même Medina qu'on voit actuellement. Moi, je suis désolé, Balerdi, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est à Marseille. J'ai 6 ans. bah, 6 ans, c'est aucune saison où je me dis que ce mec, il doit être capitaine de Marseille là, à l'instant T, en fait. Genre, je me projette pas du tout. Pour moi, il aurait dû partir, en fait, depuis très, très, très longtemps. Et moi, je le trouve light. Je le trouve vraiment light. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont attaqué sur le premier but. Pour moi, il y a ouais, quand même il y a d'autres erreurs. Il y a Nwaneri qui suit pas Nuno Mendes. Bon, alors, même si
Il va à 800 km/h, Nuno Mendes, et Ilan Kebal, il disait que c'était un scooter, et bon, on l'a vu tout le match. Mais après, sur les autres buts, le deuxième et le troisième, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est pas digne d'un joueur professionnel de Ligue 1, et encore en plus d'un joueur de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, je reviens un petit peu sur toute la discussion ossature. Après, si c'est pour revenir sur ta question sur la Coupe de France, pour moi, si je dois vraiment me projeter, c'est Lyon. OK. Peut-être surprendre un petit peu, mais tu connais mon avis sur Lyon. On en a quand même pas mal parlé sur les différentes émissions. Je sais pas si tu avais vu un petit peu, mais pour moi, c'est Mmh. l'équipe qui me séduit le plus hors PSG dans le championnat. Euh, je les vois dans une belle dynamique, donc je pense qu'ils seront capables de faire un bon parcours en Europe. Et pourquoi pas taper un trophée en championnat de France, ou taper un trophée en Europe et faire un bon parcours en Coupe de France. Mais moi, si je devais mettre une pièce, je mettrais Lyon. OK. Dans le chat, Tisano nous dit, Eze, ça aurait été pas mal à l'OM en vrai. Ouais, pourquoi pas? J'avoue que je sens qu'il va quand même, bien signer à Rennes, le cher Francaise. Toi, Guianche, sur la coupe de France, si tu un peu ton côté supporter, est-ce que tu vois l'Olympique de Marseille la remporter ou tu vois plus, club Bah, comme l'Olympique Lyonnais? en vrai, on se doit de la remporter. Enfin, c'est que comme ça qu'en vrai, tu peux sauver ta saison entre guillemets, tu vois. Donc après, à voir si justement les joueurs vont arriver à supporter cette pression parce que bah forcément, on sait qu'on va être scruté. En plus, bah après là, franchement, c'est l'occasion idéale, tu vois. À Paris justement qui est sorti. Donc en tout cas, tu dois faire partie des favoris pour la remporter et j'espère vraiment qu'on va la remporter. Et un petit peu aussi pour revenir sur le match contre Paris, bah, dans le sens où, bah, là, on va dire, Paris était un petit peu, tu vois qu'ils dominent pas forcément la Ligue 1 cette année. Ils sortaient quand même d'une défaite contre le Paris FC en Coupe de France. Contre Strasbourg, ça a été un petit peu poussif, tu vois? Donc, tu te dis: «Bah, si ces équipes-là arrivent forcément à les mettre en difficulté, pourquoi pas nous?» Tu vois? Donc, je me suis dit peut-être que c'était le moment ou jamais de faire quelque chose en tout cas, tu vois? Mais, là, prendre 5-0 quand même, c'était un peu abusé. Après bon, on a vu qu'il y avait forcément un monde d'écart entre les 2. Et pour revenir un petit peu aussi sur ce qu'on disait sur De Zerbi, je pense que De Zerbi, en fait, le problème qui manque à Marseille, en fait, c'est de la constance, et comment dire? Comment expliquer? Un petit peu De calme? d'a pardon? De calme? Non, pas de calme, mais oui, déjà de calme, mais aussi en fait, on n'est pas assez stable dans le sens où, bah, en fait, le projet, il change tout le temps. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même, laisser un petit enfin, De Zerbi, ça est pas non plus il est pas au club depuis non plus 5 ans, tu vois? Donc, je me dis pourquoi pas le laisser, au moins le laisser jusqu'à la fin de l'année. On voit ce que ça donne. Et après, bah, là, quand le bilan comptable, quand le bilan sera vraiment fait, bah, pourquoi pas, voir ce que tu fais. Mais même en termes de joueurs, enfin, l'effectif, il change tout le temps. Là, déjà, tu as plein de joueurs qui vont partir, là, déjà, donc, voir déjà ce qui va se faire. Tu as Benassia aussi tu un secret pour personne aussi qui va partir, tu vois? Donc, moi, je trouve qu'il manque un peu de stabilité, en fait, tu vois? D'avoir, bah, de garder vraiment une sorte de continuité, tu vois? Et c'est ça qui nous fait défaut, je pense. Gaëtan, tu voulais dire quelque chose? Ouais, Ouais, moi je reviens un peu sur le rapport de Paris aux différents Ouais. matchs. Je pense qu'en vrai de vrai aussi, il faut pas se mentir. C'est le match le plus important de la saison en Ligue 1 pour Paris. Ouais. Et c'était là pour passer un message, en fait. Que ce soit, je l'avais dit au début, que ce soit au championnat de France ou en Europe, c'était là pour passer un message. Et tu sais, tu sais très bien que c'est des matchs qui transcendent. On a tous joué à un certain niveau. Bon, quand tu vas en déplacement chez le dernier et quand tu joues le deuxième à domicile, bon, c'est pas pareil, quoi. Mmh. On est tous un petit peu plus transcendés. On a tous envie de faire un peu plus les choses, de prouver, d'être un peu ce. Bah, tu parlais du syndrome de héros, je sais plus Vincent pour quel joueur, mais voilà, on a envie d'être un peu le héros de ce match. Dembélé le premier. Dembélé le premier, on en parlait face à Lille, il avait envie de passer un message. Ben, quand tu es Dembélé Ballon d'Or, tu te dois d'être le meilleur joueur de ton équipe, en tout cas d'être MVP sur le match phare de la Ligue 1. Mmh. Donc, moi, moi, honnêtement, je suis pas surpris par ce résultat, encore plus quand on voit le match. On parlait de la défense 1 pour 1, je pense qu'il faut y revenir dessus parce que je pense que c'est totalement suicidaire par contre. Mais après, que Paris soit plus investi sur un PSG-OM que sur un Metz-PSG ou un Auxerre PSG où il gagne 1-0 tranquille, ou en limite, il se contente juste de prendre les 3 points, bah, je pense qu'il n'y a personne Non, qui est surpris de ça, tu vois. je suis d'accord avec toi, mais dans le sens où c'était peut-être le moment, tu vois, de faire quelque chose. Tu vois, tu te dis, bah, Paris est un petit peu en méforme, mais de là, en prendre 5 et tu dis que limite, tu peux en prendre 10 et que ça choquait personne, c'est là où ça pose Ouais, après, problème. je pense, sur les confrontations que tu as sur la saison, je
pense que c'est le trophée de champion qui est plus regrettable que Oui, le oui, match bien Non, mais sûr. sachant que tu as un vaincu en fait contre Paris cette saison. Sur le trophée du champion, tu pars au Mm. penalty, donc tu peux dire que c'est un match nul. Tu gagnes au Vélodrome. Et le Paris Saint-Germain, comme l'a dit Guilange, cette saison, Voilà. c'est un peu compliqué, hein. Ils étaient dans le top 8 toute la saison de Ligue des Champions. Au final, ils se retrouvent à faire des barrages contre Monaco. Et ils ont eu pas mal de blessés. Donc, Mais c'est un peu compliqué parce que tu as des problématiques. Paris, ils auraient eu un mois et demi de récupération cet été, autant vous dire, les gars, non, mais oui, non, mais c'est sûr. Mais là, pour donc on le sait coup, très on bien peut que la marge pas. de manœuvre de Paris, enfin, s'ils veulent mettre 5-0 à une équipe, ils sont capables de le faire. Hein. Faut pas... Oui, C'est non, comme le mais Bayern. concernant les dynamiques du Paris Saint-Germain, bon, en Ligue 1, il se rattrape bien parce que le niveau est plus bas, mais c'était pas une saison tranquille pour Paris. Ils ont pas mal de blessés. Achraf Hakimi Non, qui se mais- blesse, qui va à la CAN. Ok. Mais est-ce que vous avez un seul doute depuis le début de saison sur le fait que Paris soit champion? Moi, depuis le début qu'on en fait Non, mais l'émission, moi, sur, je sur ne le pas. 5-0 contre Marseille, j'avoue que je m'y attendais pas forcément. Surtout que c'est le plus gros. Alors, autant ils ont pris des scores Marseille contre le Paris Saint-Germain. C'est la première fois, je crois, que c'est le plus gros score que met Paris à domicile contre l'Olympique de Marseille. Donc, après, c'est des stats un peu En plus, inutiles, mais on parlait de dynamique. Non, pas forcément, parce que ça montre bah, voilà, que il c'est fallait quand passer un même message. un match historique, tu vois, Mm. 5-0 dans un classico, ben, enfin, moi, en tant que supporter barcelonais, 5-0 dans un classico, enfin, c'est quelque chose qui te marque pendant un moment, tu vois, c'est des souvenirs. Tu sais très bien que c'est l'argument qui va être choisi pour te chambrer dans tous les débats entre PSG et Marseillais. Enfin, mais ça va se passer comme ça. Et Guillaume, je pense que tu as déjà discuté avec des Parisiens. Ça, voilà, ça commence à te parler. Ils ont tellement de la peine pour moi que. Ouais, ils te parlent, ils te parlent. On en reparlera si vous avez une dynamique meilleure. Et tu parlais de dynamique, mais en ce moment, la dynamique de Marseille, elle est pas top en soi, tu vois. Oui, Donc, bon. oui, oui, oui. Bah, t'es qualifié. Ben, Ouais, ouais. Tu mets 3-0 à Rennes en Coupe de France. Bon, tu te fais éliminer. ouais, mais quelle T'as reine? battu Lens quand même. T'as battu Lens. D'accord, mais Lens, au bout d'un moment, il fallait bien qu'ils perdent un match. S'ils perdent un Marseille. On en revient à Ah, ce que je te disais. on va en parler de Lens, t'inquiète pas. On en revient à ce qu'on disait par rapport à la motivation. Marseille qui reçoit Lens à domicile, gros match. En plus, si on se rappelle du contexte, il met Nwaneri et Timber sur ce match, il met Greenwood sur le banc. C'est des éléments en fait tu sais, qui te surmotivent, qui te donnent envie, l'impression d'être le personnage principal. Avec Guiri qui marque au bout de 2 minutes, enfin tout c'était bien goupillé dans ce match. Ils ont fait une très belle prestation, il n'y a rien à redire. Mais on en revient à bah, des matchs plus importants que d'autres. Et Marseille-Lens, pour Marseille, bah, c'était un match plus important que bah, se déplacer chez n'importe quelle équipe de bas de tableau. Enfin, moi, je le vois comme ça aussi. Hein. Ouais, Je ouais, pense non, qu'il y a mais des gros de surpasse. Il y a des matchs où ben, tu passes totalement à côté. Et si à côté de ça, tu as un adversaire qui te surpasse, enfin qui se surpasse et qui en plus a une marge de manœuvre avec toi, ben voilà ce que ça donne. Quoi. ouais. Sur bon, en tout cas, les avis, tous les avis s'entendent évidemment, et au global, on est plutôt d'accord sur ce qu'on dit, hein, sur cet Olympique de Marseille. Ma dernière question, après, pour clore ce match, ça sera peut-être plus pour Guiange. Euh, la Coupe de France, mais la quatrième place ou la cinquième place pour l'Olympique de Marseille, tu prends ou pas? Non, je Non? me Ligue des qualifie pas. Champions, tu veux le podium quoi qu'il arrive? Ah, bah oui. Bah, Ok. après, non. Franchement, Non, maintenant, vu c'est que une t'as question. plus. Non, ouais, mais après, t'as plus la Ligue des Champions. Franchement, je suis désolé, tu dois accrocher le podium et la Coupe de France, tu dois minimum. Ouais, minimum aller en demi, je suis désolé. Ok. Ok. Je pense que pour ce match, on en a pas mal parlé. On est bon. Le Paris Saint-Germain, donc toujours premier de Ligue 1 avec 51 points à 2 points de Lens. Et Marseille, quatrième, hein, du coup, qui a laissé le podium à l'Olympique lyonnais. Donc Marseille avec 39 points, qui a 3 points d'écart avec Lyon. Je pense que sur ce classique, on est bon. Je voulais revenir sur ce match entre Lens et le Stade Rennais. Pourquoi je voulais revenir dessus? Bah déjà, il y a une victoire de Lens qui met 3-1 au Stade Rennais. Le Stade Rennais, c'est compliqué en ce moment. Euh, Sur le match en soi, on va pas forcément revenir dessus. On sait que Lens est très fort cette saison. En Ligue 1, ça, malgré leur défaite du coup contre l'Olympique de Marseille, c'est une très bonne équipe qui risque de finir sur le podium de la Ligue 1 à peu près. Euh, Rennes, on a eu cette équipe de Rennes. Donc dernier match d'Abibay avec l'équipe de Rennes. On sait qu'après l'élimination contre l'Olympique de Marseille, il y a eu des tensions dans le vestiaire entre Abibay, Moussa Altamari et Brissamba qui n'était pas sur le terrain
contre cette équipe du RC Lens. Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que vous attendiez au départ d'Abi Bey du côté du Stade Rennais? Gaëtan, toi qui nous as pas mal parlé de Rennes cette saison, comment t'as pris cette info? Bah, honnêtement, on sentait que c'était un peu, ça pouvait arriver à tout moment. Ça a déjà été le cas en début de saison. Il y a même eu une annonce de fait comme quoi c'était le cas. Au final, ça s'est démenti dans la foulée. Je me rappelle, c'était juste avant le match contre Toulouse. Euh, c'est particulier parce que moi, je réitère mes propos sur Habib Bey. Je pense que c'est un très bon coach avec de la personnalité, peut-être un peu trop par moment. On a parlé de Zerbi, je pense, pendant 30 minutes, 45 minutes, je sais pas exactement, mais c'est un peu Pas plus longtemps. le même profil d'entraîneur. Les entraîneurs modernes, avec de la poigne, qui n'ont pas peur de se mettre à dos certains joueurs cadres de l'effectif, alors qu'à l'époque, on était un petit peu plus on va dire, dans du passage de pommade, je prends soin de toi. On voit quand même qu'il y a une nouvelle ère dans les coachs où ils essayent voilà, ben, ok, je suis peut-être aussi important que les joueurs cadres de l'effectif. Donc, quand il y a un petit peu cette starification des entraîneurs. Par rapport à Rennes, bon, ben, sur la dynamique récente, c'est pas top top. Après, moi, je pense en termes de contexte et vu les nombreux conflits qu'il y a eu depuis le début de saison, je pense que autant pour Abibé que pour l'effectif du Stade Rennais, c'est une bonne chose. Ouais. Euh, Sachant que Abibé, il avait fait ça en début de saison, du coup, avec Ludovic Blas et Seko Fofana, et ça avait plutôt bien marché avec son équipe. Là, cette fois-ci, on a senti qu'il y avait une rupture. On rappelle que l'objectif de Rennes, c'était les places européennes. Il est toujours dedans. Enfin, ils étaient sixième Rennes, même malgré cette défaite. Guilhanche, toi, et sur ce départ de Rennes, et peut-être qu'on va aller directement sur le coach qui pourrait le remplacer. On parle de Francaise. Alors, il y a des rumeurs. Francaise, c'est la plus grosse rumeur. On sait qu'il a été formateur du côté du Stade Rennais. Il y a aussi le nom de Laurent Blanc qui circule, le nom de Didier Digard qui a toujours pas prolongé du côté du Havre. Est-ce que ça serait une bonne pioche aussi? Ou même le coach d'Angers, Alexandre Dujeu. Comment t'as pris pareil, hein, cette éviction d'Abi Bey du côté du Stade Rennais? Donc Rennes qui est bien sixième avec 31 points, hein, qui est toujours dans ses places européennes, et possiblement l'arrivée d'un Francaise dans cette équipe. Déjà, je pense que Franquet, je pense que c'est le plus grand favori. En plus, vous l'avez, enfin, je pense que vous le savez, mais du coup, bah, t'as Laurent Pouille, je crois que c'est Monsieur Arnaud Pouille, je sais pas, Pouille. Arnaud Pouille, voilà, exactement, qu'il a eu du côté de Lens. On sait que les deux sont très proches et qu'il avait déjà essayé de le faire venir avant qu'il aille à Nice. Donc, je pense que ça va se faire. Mais pour revenir à Bibel, je sais pas, j'ai un avis un peu mitigé sur lui parce que, bah, comme Gaëtan, en fait, franchement, je le voyais comme un bon coach avec de la personnalité, avec des idées un petit peu novatrices. Mais avec ce qui est sorti dans la presse, en fait, j'ai du mal un petit peu à cerner le personnage. Je sais pas si bah, du coup, ce qui a été raconté est vrai, ça a été faux parce que en fait, j'ai l'impression que Rennes, en fait, ils sont gangrénés un peu de partout. Je pense que le problème de Rennes, c'est pas Bibel. Ça fait des années qu'on comprend pas forcément ce qui se passe à Rennes. Si on revient il y a 2 ans sur leur mercato, il y a des choses forcément qu'on comprend pas. Alors que, donc, franchement, je sais pas, j'ai un petit peu du mal sur Bibey parce que bah, il est arrivé, faut pas oublier hein, Il les a sauvés, ouais, ouais, hein. Il les a dans sauvés de l'état la, dans lequel de la relégation. voilà, il reprend Rennes. Là, malgré ça, malgré le fait qu'ils passent une série très négative, ils ont quand même, comme tu as dit, ils sont toujours sixième, mais ils sont toujours dans leur coup, dans l'objectif. Mais si tout ce qui a été sorti dans la presse est avéré, bah, malheureusement, tu étais obligé de te séparer de lui. Je pense que vous avez vu un petit peu ce qui est sorti, dans le sens où il voulait un petit peu voulait des intérêts sur les transferts de Meïté et de Jacquet dans leurs deux clubs respectifs. Et en gros, que s'il partait, il voulait son salaire en plus de celui de l'année prochaine parce qu'il est encore dans les clous. Et puis bah il s'est quand même mis un petit peu tout son vestiaire à dos. Donc quand tu es entraîneur et que tu as tout ton vestiaire à dos, bah forcément c'est un petit peu compliqué. Mais moi je continue quand même à penser que ça reste quand même un bon coach. Mais je pense que le problème de Rennes, je pense qu'il est un peu plus global. C'est pas Je pense que c'est tout l'environnement qui est un petit peu néfaste. Et que même si forcément tu ramènes à Francaise ou quoi, je pense pas que ça va forcément changer, dans le sens où le club a l'air un petit peu quand même gangréné, un petit peu malade, et qu'il faudrait peut-être, pourquoi pas, bah, un peu nettoyer tout ça et repartir sur des bonnes bases, tu vois.
Ouais, après, Gangrené, ils ont essayé de faire le tri, hein. Il y a le directeur sportif qui est parti du côté de la Roma. Comme tu l'as dit, sur les 2 années précédentes, les choix de faire revenir Julien Stéphan et Jorge Sampaoli, bon, ça a été un peu catastrophique. Les choix mercato aussi. Habibé, il était quand même, donc on a parlé de cette saison dernière où il est sauve Mm. de cette place de barragiste. Au final, il finit 12e avec 8 points d'avance, un truc comme ça. Son bilan, au final, en chiffres, il est positif. C'est vrai que moi j'ai été un peu surpris. Je pense que c'est vrai que là il a quasiment totalement perdu son vestiaire. Nous on en parlait la semaine dernière avec Tiziano par rapport à. On a fait tout un débat sur la tactique. Est-ce qu'il doit changer? Est-ce qu'il doit remettre Blas? Est-ce que les arrivées aussi au mercato ont été correctes? Tiziano avait pas l'air trop fan de ce recrutement. Donc moi j'aurais bien. Je sais pas, j'aurais. Après, s'il s'est mis un cadre, par exemple, comme Brice Samba à dos, c'est vrai que c'est compliqué quand tu perds ton vestiaire d'après faire passer ton message. Mais j'aurais bien voulu voir Abibay au moins jusqu'à la fin de la saison. Après, sur tout ce qui est sorti, on verra, on analysera quand il s'exprimera après son départ. Mais sur l'arrivée de Franquet, je pense que c'est le favori. Et on le rappelle toujours, malgré son passage euh, mitigé à Nice, hein, sur la première saison, c'est bien. Sur la deuxième, ben, il se fait couper à partir de la trêve hivernale. Je pense que ça sera lui le favori. Ça reste un bon coach, il a fait de bonnes choses. La semaine dernière, on parlait avec Tiziano de l'effectif de Rennes qui était fait spécialement pour le système Abibay, donc dans ce 3-5-2 ou 3-4-3, ça dépend comment on peut l'utiliser. Francaise a quasiment le même, donc ça peut être intéressant. Lui qui, donc comme tu l'as dit aussi, qui connaît Arnaud Pouille, qui connaît aussi certaines personnes dans le club de Rennes. Donc ça peut être intéressant peut-être de faire revenir Francaise. Après, on va voir s'il a bien digéré aussi son départ du côté de l'OGC Nice, si c'est pas encore trop court. Bah, Est-ce que vous... j'avais l'impression que Francaise, il attendait un petit peu que ça, en vrai, de partir de Nice, tu vois. Oui, Enfin, je pense après que peut-être qu'il lui fallait du temps, peut-être en début de saison, que revenir là à ce moment-là de la saison, ouais. ça peut paraître un peu prématuré. Je Mmh. ne saurais pas le dire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette équipe de Rennes? J'avais une ou deux questions quand même sur le RC Lens. Non, sur Rennes, c'est bon les gars? On se moque de toi. On verra ce qui se passe, hein. Pour l'instant, c'est l'entraîneur de la réserve, hein. Alors, j'ai plus le prénom, mais c'est Monsieur Tambouré qui devrait prendre l'intérim le temps qu'on trouve un nouveau coach. Et on verra la suite, on aura le temps d'en rediscuter. Concernant cette équipe de Lens, donc Lens est sur une énorme dynamique, hein, on le rappelle, ils ont pas de Coupe d'Europe. En Coupe de France, ils sont toujours présents, ils sont toujours en lice. J'ai oublié contre qui ils allaient jouer, c'est Lyon, non? Il me semble que Ouais, c'est Lyon, contre. c'est Ouais, ça. ça sera T'as contre Lyon. renseigné. C'est ça. Sur cette équipe de Lens, donc ils devraient finir possiblement dans ce top 3 de la Ligue 1, s'il continue comme ça en tout cas. On dit que Pierre Sage fait du très bon travail, l'équipe est bien construite, l'arrivée on l'a vu, Alain Saint-Maximin aussi qui marque ce très beau but contre Rennes. L'équipe tourne Enfin, bien, les joueurs. pause. Tu Il a mis un beau but, c'est un maximum, mais commence pas à me faire comme j'ai pu voir là sur Twitter, hein, qu'il a mis le but de l'année ou je sais pas quoi, hein. Non, non, Tranquille, tranquille. j'ai mis des trucs Non, de fou sur ton but, hein. ça va, on se J'ai mis des calme. trucs de fou. Il a un beau foulard pour ses cheveux, mais ça reste, Ouais, ça reste ah, tout, quoi. limite, genre, non, mais tu sais, j'ai entendu des trucs de fou. J'ai entendu, limite, il a mis le plus beau but de sa carrière et tout, genre. Après, il a pas mis énormément de buts dans sa vie, donc. Ouais, mais quand même, Non, tranquille. mais ça reste une bonne Ouais, il a mis recrue un bon but. quand on voit comment travaille Lens. C'est un joueur qui a connu la première ligue. Euh, Si je peux me moi, permettre, le gardien, il est pas non plus exempt de tout reproche, hein, si je peux me permettre, bien sûr. Avec tout le c'est- respect. Avec tout le respect. avec tout le respect évidemment. Mais ouais, cette équipe de Lens, si on se projette sur cette fin de saison, voir la saison prochaine, est-ce que Lens, par exemple, s'ils conservent cet effectif avec Florian Thauvin, Hudson Edouard, Wesley Saïd, Ruben Aguilar, et qui sont en Ligue des Champions, est-ce que ça peut être intéressant à suivre pour la saison prochaine, où là, c'est vraiment une saison spéciale, où ils n'ont pas forcément de Coupe d'Europe, et c'est les premiers mois, la première année de ce plan. Comment on voit la suite pour Lens? Parce qu'honnêtement, je ne les vois pas, moi, personnellement, descendre de ce top 3 de la Ligue 1, sachant qu'ils ont 7 points d'écart avec Lyon et 10 points d'écart, par exemple, avec l'Olympique de Marseille. Qui veut aller dessus? Pourquoi il se marre? Parce que tu as dit 10 points d'écart avec Marseille, je trouve ça un Ah truc de fou. Du coup, qui veut se lancer sur cette équipe de Lens?
Moi, Gaëtan? je veux bien Vas-y, ah, vas-y, vas-y, Guillaume. ah, Vas-y, pardon. vas-y, Guillaume, vas-y, vas-y, vas-y. T'es chaud, je te sens, vas-y. Non, Oui, oui. pour revenir sur Lens, franchement, bah, je me rappelle en plus au tout début, on en avait parlé quand on avait fait l'émission à 3. Même Tiziano, il avait parlé aussi, hein. J'ai pas oublié le petit TikTok que tu avais fait sur lui là, la petite, le petit moment là. Il avait rencontré Ah ça, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça aurait bien vu. mais même nous, hein, parce qu'au début, franchement, quand tu voyais un petit peu Lens, tu te demandais, bah, qu'est-ce que ça pouvait donner? Et bah, force de constater, bah, que, le mélange d'effectifs entre des jeunes et des joueurs expérimentés comme Thauvin ou Edouard, bah, qui ont quand même une sacrée expérience, du football, ça marche. Bah, faudra voir si du bah, en fait, le problème de Lens, c'est que, bah, comme on sait que niveau financier, c'est un petit peu compliqué, est-ce que justement ils vont réussir à garder, tu vois, leur cadre, tu vois? Par exemple, si tu as une offre pour Thauvin, est-ce que, bah, Lens est capable financièrement, là, aujourd'hui, de dire non? Ou une offre pour Edouard, est-ce que c'est capable financièrement aussi de dire non? Ou comme bah, des bons tu vois, ils ont des bons petits jeunes comme, Gadou, le défenseur, tu vois? Est-ce qu'ils sont capables de le garder? Le problème, ça va être de savoir si du coup, si ils arrivent à garder leur même ossature et bah, pourquoi pas arriver à renforcer un petit peu leur effectif et avoir des joueurs justement un petit peu de rotation qui peut apporter de la profondeur à l'effectif, pourquoi pas? Mais, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, mais si, bah, finalement tes joueurs cadres, ils partent, que tu arrives pas forcément à te renforcer, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour jouer, on va dire, sur 2 tableaux, tu vois? Donc après, il faut voir parce que, bah, on parlait également de Lyon aussi au début de saison. On disait, bah, que Lyon, c'était un petit peu le flou, on savait pas trop quoi faire à part Gaëtan justement qui disait qu'il pensait que Lyon justement, allait faire une bonne saison. Bah, Lyon, ils nous font mentir, tu vois? Donc faut voir. Mais je pense que ce que propose, Lens et le beau travail que Pierre Sage fait, en tout cas, faut le souligner et comme tu dis, moi aussi franchement, je les vois pas non plus bouger de top 3 donc je pense qu'en tout cas qu'il peut faire, quelque chose la saison prochaine. Ouais, Gaëtan, si tu veux y aller, surtout alors sur les finances de Lens, pour le coup, là, ça va plutôt bien parce que ils ont pu acheter le stade Bollaert, ils sont plutôt pas mal sur ça. Tu l'as dit sur les joueurs, par exemple, comme Thauvin ou Hudson-Edouard, j'ai l'impression qu'ils sont bien dans cette équipe de Lens, que le contexte leur est favorable. Donc, à mon avis, je les vois pas forcément bouger. Je vois plus peut-être des joueurs, comme tu l'as dit, les jeunes défenseurs ou même un Malançard peut-être qui pourrait partir, mais j'ai l'impression que le cadre est bon pour rester. Après, il faudra voir s'ils ont des offres mirobolantes, par exemple, du côté de l'Arabie Saoudite ou d'autres championnats. Gaëtan, sur cette équipe de Lens, par rapport à ce qu'a dit Guillange ou ce qu'on a dit. Moi, la projection elle est difficile pour moi parce que, Ouais, après, OK, il y a on quand est même tôt quand même, hein. ouais, non, mais même au-delà du fait d'être tôt, c'est je trouve quand même qu'il y a des joueurs qui surperforment, ou en tout cas qui performent à des niveaux qu'on n'a pas forcément vus. Alors félicitations à eux, félicitations au travail de Pierre Sage par rapport à ça. Je m'attends pas à ce que Wesley Saïd non plus soit en capacité de mettre 10-15 buts pendant 3-4 ans encore, tu vois? Donc et je me dis qu'il y aura forcément des départs, notamment celui des jeunes défenseurs. Pour moi, il y en a un qui va partir, c'est sûr et certain, c'est Sangaré. Il va trouver Ouais. un club de première, il va trouver un club de première ligue ou quoi que ce soit, mais il partira. Mathieu Dole, vu le profil, il peut intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs. Donc, à voir comment ils vont réussir à anticiper tous ces mouvements. Ils auront de la marge un peu financière parce que, bon, malgré tout, une qualification en Ligue des Champions, s'ils y arrivent, ça rapporte pas mal d'argent. Attention quand même sur la fin de saison. Attention, Lens n'a pas forcément eu de creux depuis le début de saison. Il reste quand même, je pense, au moins une dizaine de matchs, ouais. Ouais, Au moins une ouais. dizaine. Il reste 13 matchs, 13 journées. Ça peut arriver, parce que ça peut arriver. Donc, t'as Lyon quand même qui est à 7 points. Donc, c'est pas non plus un monde où c'est ultra impossible qu'ils se rapprochent. Et au bout d'un moment, qu'ils soient peut-être à 3 points. Et du coup, quand tu sens le souffle de quelqu'un dans ton dos, bah, c'est pas la même chose sur les matchs, donc il reste du temps. Il reste du temps, donc ils sont bons, ils performent, ils arrivent à enchaîner les victoires, mais il y a quand même une impression qui est un peu moins dominatrice qu'il y a quelques matchs aussi, tu vois, par rapport aux récentes performances lensoises. Pour le futur, ouais, moi je te dis, ça va être l'anticipation des potentiels départs parce qu'il y en aura forcément. Lens n'aura pas la capacité de résister à une offre de 35 millions ou 40 millions pour un Sangaré, par exemple. Alors, sachant que j'ai vu là, il vaut 15-8, je crois. Mais bon, si on propose 30 ou 35, bah, par un club anglais, il partira directement. Donc, sachant que, ouais, moi, je suis peut-être un peu inquiet pour la suite quand même pour Lens. Je dénigre pas le travail. Je sais que Pierre Sage, vous connaissez mon avis
Sur la personne et sur l'entraîneur, c'est du haut niveau, donc j'ai pas de doute sur sa capacité à gérer ce groupe. Mais ouais, il y a quand même des joueurs qui performent. En fait, tu parlais du mélange d'anciens et de jeunes. Je pense qu'il y a certains jeunes qui vont être courtisés Mm, et donc du coup ils vont peut-être partir. Est-ce qu'ils ont la capacité de les remplacer? mm. Et après, c'est les anciens, est-ce qu'ils vont être capables d'être aussi bons? Parce qu'on a quand même des joueurs des Aguilar, des Thomasson, qui sont en train de sortir des top saisons. Bah, est-ce qu'ils seront capables de faire des top saisons comme c'est le cas actuellement? On parlait de Medina tout à l'heure. Medina, qui pourrait croire qu'il serait capable de faire une saison comme il est en train de faire actuellement? Il y a ne serait-ce que 10 mois, tu vois. Donc ouais, il y a plein de questions qui se posent par rapport à Lens. C'est un peu l'inconnu sur le futur, parce que c'est aussi une saison de découverte du top niveau. Et on se rappelle que c'est quand même le plus dur, c'est de confirmer. On a vu des équipes un peu surprenantes réussir à faire Strasbourg, quelque chose ouais, mais même en Europe. Tu vois, je me rappelle le Bologne de Thiago Motta. Bon, on voit la suite de Bologne. C'est mieux que ce que c'était avant la top saison. Mais bon, ça ne correspond pas à leur top saison. Donc, est-ce que Lens ne rentrera pas dans le rang après cette belle saison, mais comme le cas de Brest, avec leur parcours en LDC? À voir, à voir, à voir. En tout cas, ce serait quand même cool que ce club arrive à se stabiliser dans le top français. Ouais, bah, en tout cas, on est plutôt d'accord. J'ai aussi parlé comment il s'appelle, d'Alan Saint-Maximin, parce que je trouvais que c'était une bonne recrue. Il y a eu ouais. le départ de Fofana a été changé par Alan Saint-Maximin. Ça reste quand même un joueur, on va dire, référencé en Ligue 1, même si c'est pas un joueur qui a des stats assez mirobolantes. Mais en tout cas, c'est une bonne recrue, je trouve. Lui aussi, il a besoin de se relancer. On sait qu'il a eu quelques problèmes de racisme quand il était au Mexique concernant ses enfants. Donc l'arrivée de Saint-Maximin, je trouve ça très intéressant. On a parlé d'un joueur, et ça sera peut-être ma dernière question sur cette équipe de Lens, parce qu'on est quand même à pas mal de temps dans cette émission. Il me semble que Gaëtan, t'étais là sur les lives du matin, où on avait le débat Mathieu Houdol en équipe de France. J'étais pas encore dans le train, je me posais la question. Est-ce que ça y est, on peut se poser la question sur Mathieu Houdol en équipe de France? Il y avait ce débat, est-ce qu'on sort Théo Hernandez, vu qu'il est en Arabie Saoudite et qu'il fait pas des énormes perfs avec l'équipe de France, ou Lucas Digne, ou pas du tout, Mathieu Udol, c'est vraiment la hype du moment, et c'est à peu près tout, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut se lancer sur ça? Vas-y, j'y vais. J'y vais. Mathieu Doll, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, il est dans le débat. Il sera dans une discussion de 3 ou 4 joueurs. Moi, je pense que dans tous les cas, Théo Hernandez il sera pris. Ce que je disais un petit peu dans le live. Quoi qu'il en soit, c'est le plus gros talent à ce poste. On pourra me dire ce qu'on veut. Mais c'est le joueur qui est capable de faire les plus grosses performances. Et je vois très mal Didier Deschamps se passer d'un Théo Hernandez qui, justement, on peut avoir l'argument inverse de se dire, OK, il est en Arabie Saoudite, mais c'est aussi du coup un joueur qui est moins fatigué que tous les joueurs qui sont peut-être dans les championnats européens et qui vont disputer la Ligue des Champions et c'est ça. Donc il va arriver peut-être un petit peu plus frais que certains, avec une motivation supplémentaire parce que ce sera la grosse compétition de sa saison. Donc, et je pense que ça correspond aussi totalement au profil d'équipe de Didier Deschamps. Au profil d'équipe de Didier Deschamps, avoir quand même quelqu'un qui est capable de faire la différence en partant de l'arrière, en sachant que bon, ce sera sûrement Jules Koundé, malgré ses performances pas top top du côté de Barcelone en ce moment, qui sera titulaire à droite. Donc il faudra forcément un joueur qui soit capable de percuter de l'autre côté. Donc je vois bien Théo Hernandez à ce poste. Alors après, discussion, Lucas Digne, Mathieu Hudol. Moi, Lucas Digne, j'aime bien le joueur en soi, tu vois, mais je considère qu'il n'est pas adapté en fait, à ce profil d'équipe de France. Et que Deschamps le prend parce que c'est quand même un joueur référence à ce poste en sélection. C'est un bon joueur qui arrive à enchaîner les bonnes performances. Mais qu'il prend parce qu'il n'y a pas non plus, il y avait pas non plus beaucoup de joueurs qui étaient là au portail pour essayer de bousculer la hiérarchie. Là, Mathieu Hudol, il correspond un petit peu plus au profil de Théo Hernandez que de Cadine. Donc ça peut être clairement un backup intéressant pour la Coupe du Monde, en sachant que Deschamps aura forcément une surprise dans son effectif. Il y a d'autres débats, je pense, sur les surprises, mais il y en aura forcément une, je pense. Toi, Guillange? Déjà, avant de parler sur ça, est-ce que vous avez vu l'action de Lucas Digne, là, le week-end dernier, là? Ah, j'avoue que non. T'as pas vu? Non, j'ai pas Oh, vu. oh là là, je J'ai te pas jure, vu. quand l'émission a fini, faut que tu regardes. En gros, je crois, c'est Aston Villa, je sais plus contre qui il jouait. Mais en gros, tu vois Medina Balerdi, Ouais. la vérité que c'est rien à côté de ce qu'il a fait. En gros, je te jure, en gros, le mec, non mais je te vérité, hein. Le mec, il est trois quarts. En gros, l'attaquant, il passe devant lui comme ça, il fait rien et le mec, il marque, genre.
Après tu regarderas, mais l'action qu'il a fait vraiment c'est dingue. Et pour revenir sur, Udol, bah, en vrai, ouais, pourquoi pas franchement, bah, c'est un joueur, bah, franchement cette saison je pense que c'est un peu la l'une des révélations du côté de Lens, si ce n'est la révélation du côté de Lens. Après, honnêtement, si il doit faire partie, je pense, du groupe de Didier Deschamps pour aller à la coupe du monde, bah, faudrait qu'il intègre là, très rapidement, je pense, Sur le match qui arrive en voilà, mars. au prochain rassemblement, faudrait qu'il soit là. Je pense que si au prochain rassemblement il est pas là, je pense qu'on a très peu de chances de le voir. On sait comment fonctionne Deschamps avec son groupe. Limite, des fois, à privilégier des joueurs justement pour un petit peu plus ce côté humain que bah, on a pu voir des joueurs qui sportivement surperformaient, mais qui ont pas été pris justement pour pas briser cette dynamique de groupe. Donc, je pense que s'il veut le tester, je pense que c'est maintenant ou jamais. Et que si malheureusement bah, il n'est pas appelé là, je pense que là, s'il n'est pas appelé au prochain rassemblement, je pense qu'on a très peu de chances de le voir. Et comme disait Gaëtan, bah, la chance qu'il a, c'est que forcément, à son poste, il y a pas forcément non plus grand monde, tu vois, en sachant que Lucas Hernandez, maintenant, il est plus dans un poste axial, tu vois, et que enfin, il joue limite presque plus. Il a limite un petit peu disparu de la circulation, tu vois. Oui. Donc, ouais, en vrai, ça va jouer je pense, la balance va se faire entre Digne et Udol, tu vois. Et comme il a dit Gaëtan, en vrai, je pense pas qu'il va se passer Théo Hernandez, même si voilà, il s'est exilé en Arabie Saoudite. Il y a tellement peu de choix, et puis même, il a un talent énorme. Je pense que sur une Coupe du Monde, je pense que là, il doit jouer un petit peu en dilettante, mais je pense que sur une Coupe du Monde, il va montrer son meilleur niveau comme il a fait dernièrement, tu vois. Ok. Bah, moi, contrairement à vous, messieurs, j'en avais parlé. J'aimerais bien voir, en tout cas, sur le prochain rassemblement. On sait que l'équipe de France va se rendre aux États-Unis pour un peu prendre leur marque. J'aurais bien. Ils vont jouer contre le Brésil, la Colombie, hein, si je dis pas de bêtises. J'aimerais bien voir mettre un doute dans la tête, au moins de Théo Hernandez, parce que je le trouve vraiment pas bon sur le dernier match avec l'équipe de France. Là, il joue en Arabie Saoudite. On sait que c'est pas le même rythme quand même qu'en Europe, même si ça reste un très très bon joueur que moi j'ai adoré du côté du Milan AC et même en équipe de France. J'aime beaucoup. Je l'ai trouvé assez cata. Sur les dernières prestations, et Mathieu Odo, je trouve qu'il mérite, hein. Ce mec, il a quand même plus de croisés que nous trois réunis. Donc, Faut le faire, honnête. hein. Ouais. Mais ouais, je le trouve vraiment énorme en ce moment. Il a une qualité de centre assez remarquable. Pourquoi pas lui laisser sa chance? Et même si c'est juste pour que Théo Hernandez se remette une claque avant la Coupe du Monde, ça peut être pas mal. En tout cas, il mérite. On verra ce que fera Deschamps. On aura le temps d'en reparler, hein, sur l'émission En route vers la troisième étoile. Mais en tout cas, c'est une question que je commence à me poser petit à petit récemment. Voilà, je pense que... Juste pour revenir, Vas-y, vas-y, vas-y. sur ça, bon, on sort un petit peu du débat Ligue 1, mais si tu prends pas Hernandez, en soi, les deux seuls joueurs, en tout cas, qui peuvent prétendre à une poste en tant que latéral gauche, tu vois qui en vrai? Bah, on était sur Mathieu Hudol et moi je serais plus sur Lucas Digne en ce moment, même si j'ai pas vu la bourde qu'il a faite. Je l'ai Tu trouvé peux pas assez mettre bon. tu peux pas mettre en direct là, tu sais, partager ton écran? Je te jure que ça vaut le coup. Je te jure que ça vaut le coup. Le truc c'est qu'avec les droits, je pourrais pas les mettre. Mais on le mettra après, juste après l'émission, on se la mettra ensemble. Mais là, pour les droits, on va éviter de se faire strike. Mais ouais, Lucas Digne, moi je l'ai bien aimé en équipe de France. À Aston Villa, il reste plutôt bon. Après, c'est sûr que Lucas Hernandez, à mon avis, où il sera remplaçant des défenseurs centraux, où il sera pas présent. On verra. En plus, il a quelques affaires judiciaires en ce moment. On va voir ce qui se passera aussi pour la suite. Mais moi, je serais plutôt au moins tester Udol Lucadine sur les prochains rassemblements. On verra. Je pense que sur ce match, c'est bon. Donc, Lens qui a battu Rennes, Lens qui est toujours deuxième. Pour conclure sur cette 21e journée, on peut pas parler de tous les matchs malheureusement. Euh, je vais quand même vous donner les résultats. Donc Metz-Lille, l'horrible match du vendredi soir entre ces deux équipes et un but refusé hors jeu pour Metz qui aurait pu gagner sur ce match. Donc qui ont fait 0-0 les deux équipes, pardon. Lens, donc qui a battu le Stade Rennais 3-1. Brest qui a battu Lorient 2-0. Lyon qui s'en est très très bien sorti contre Nantes, hein. Il y a eu pas mal de poteaux, beaucoup de chance dans ce match. L'expulsion de Hendrick qui sera pas présent contre l'OGC Nice, et ça c'est une bonne nouvelle pour les supporters niçois. Dommage pour Lyon. Monaco et Nice, donc le derby de la Côte d'Azur, on n'y reviendra pas dessus. Ça a été un match aussi extrêmement euh,
pas intéressant, ennuyeux, voilà, ça sera le mot. Petit hommage quand même au Havre, on n'en a pas beaucoup parlé cette saison en Ligue 1, même sur toutes les émissions, on en parle très peu. Moi, je les avais annoncés relégables pour la fin de saison, qui a battu Strasbourg. Strasbourg, c'est une équipe en forme en ce moment en Ligue 1. Là, ils ont fait un très très beau match contre Monaco en Coupe de France. Et je les trouve très bons depuis l'arrivée de Gary O'Neill. Je les retrouve un peu petit à petit. Et Le Havre qui vient les battre et qui mérite leur victoire. Donc j'ai trouvé ça très très bien. Donc hommage à Didier Digard. Et en plus, si on parle de lui comme des clubs comme Rennes, c'est des bonnes nouvelles en tout cas. Auxerre, Paris FC, ça a été un 0-0 aussi. Angers-Toulouse, victoire d'Angers, 1-0. Et PSG-Marseille, victoire du Paris Saint-Germain, 5-0. Le but d'Angers, il a souligné. Je sais pas si vous l'avez Oui, vu. le but Non, de je l'avais Rao vu. Lizoa sur Ah le, si, sur j'ai le vu lob. le lob. Ouais, Très, très, ouais. très, très beau but, c'est vrai. Et Angers aussi, hein, qui perd Imad Abdelli, qui perd Sidiki Chérif, mais qui arrive quand même à se maintenir dans ce classement de Ligue 1. En plus, le pire pour Toulouse, bah, c'est que c'est Branco qui fait la passe D et le mec, Raizona là, il est formé à Toulouse en plus, tu vois? Donc Ah, mais Ok. d'ailleurs, Branco, il abuse de. Ouais, j'ai joué dans mon ancien club et tout. Ouais, ça fait une passe D, je pleure carrément, c'est bon. bah, après moi franchement, je suivais pas trop Toulouse à l'époque, tu vois? Mais de ce que j'ai vu passer sur les réseaux, tu vois, ils le considèrent un peu comme une gens du club, mais bon, je pense qu'ils abusent un peu quand tu sais que t'as d'autres joueurs qui sont passés. Et puis, je pense que s'il était autant attaché au club, je pense qu'il serait pas parti quand il a reçu son offre pour quitter Toulouse, parce qu'en soi, il n'est pas resté non plus si longtemps. Je crois qu'il est resté que deux ou trois saisons, tu vois. Ouais. Non, mais moi, quand j'y suis allé, c'était le métronome de. Je suis allé voir un ou deux matchs à Toulouse quand ils étaient en Ligue 2. Et bon, c'était le métronome, c'était le joueur, le leader technique de l'équipe, il n'y a pas de souci. Mais bon, maintenant, si on doit. Déjà qu'à l'époque, quand il y avait les buts, bon, vas-y, tu marquais un but contre ton ancien club, ça fait une belle photo, ok. Mais tu as fait une passe D. Et tu dois t'arriver et te dire non, excuse-moi, je fais une passe. Oh, vas-y, faut arrêter. Maintenant, c'était quoi? Tu vas récupérer un ballon, tu vas te dire, ah, excuse-moi, frérot. Rends le ballon. Non, mais. Il a fait, il a fait 4 saisons à Toulouse, pardon. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Mais surtout sur ce club de Toulouse, hein, c'est pas comme au rugby, c'est pas un club historique non plus de la Ligue 1. Toulouse, Oh, honnêtement, t'es un fou! dans l'histoire, Respecte, hein! dans l'histoire récente, Toulouse. Toi qui as travaillé rapidement Ah, là-bas, arrête, c'est arrête. voilà, dans l'histoire de la Ligue 1, Ils c'est ont pas marqué fou. la Ligue Europa, ils ont marqué la Ligue Europa, t'es un C'est fou! vrai, c'est vrai. Un des Non, seuls mais clubs ils nous français ont en donné match. des émotions sur le coup franc de. J'ai plus le nom du mec là. Qui Boudiger, les- Boudiger ou Boudiger? Ouais, Boudiger, c'est ça, Boudiger, ouais. Qui avait sauvé le club de la relégation. Mais voilà. Et André-Pierre Gignac, mais des voilà bons quoi. joueurs qui sont passés là-bas, des Mboula, oublie pas, hein. Jérémy Ouais. Mathieu. Grand joueur de Ligue 1, Ah, Mboula. mais ça reste un club qu'on connaît parce qu'on a vu pas mal Oui. de joueurs passer là-bas. Mais sur l'histoire, bah, c'est vrai qu'au niveau des joueurs légendaires, faudrait remonter à plus longtemps. Faudrait que je m'intéresse un peu plus. Bref, petite parenthèse, mais en tout cas, Toulouse qui fait quand même une bonne saison, hein, 8e de Ligue 1 avec leur coach Martinez Novel. Donc si on retourne sur ce classement, on a fait les résultats. Donc le classement, Paris 1er, 51 points, Lens 2e, 49 points, Lyon 3e sur le podium, 42 points. On reviendra sur Lyon pour les prochaines émissions, qui est sur une énorme streak. Et on parlera d'eux aussi en Europa League. Donc Marseille 4e avec 39 points, Lille qui est catastrophique en ce moment, 5e, 33 points, et Rennes 31 points, avec Strasbourg qui est 7e, 30 points, ex aequo avec Toulouse. Bas du classement, on a Metz qui est dernier avec 13 points. Nantes avant-dernier avec 14 points. Ex aequo avec Auxerre, 14 points aussi. Où il y a cet écart de 8 points avec les premiers non relégables, que ce soit Nice ou le Paris FC, 14e et 15e. Voilà, top buteur. Toujours Mason Greenwood, 13 buts, Joaquin Panicelli, 11 buts, et Esteban Le Paul et Pavel Suc qui passent les 10 buts dans cette Ligue 1. Et donc voilà. Pour les prochains matchs, la 22e journée de Ligue 1, donc ça débutera vendredi avec Rennes, Paris Saint-Germain, Monaco, Nantes, Marseille, Strasbourg. Ça sera un match très intéressant à suivre au Vélodrome. Lille-Brest, Paris FC, Lens, Le Havre, Toulouse, Lorient, Angers, Metz, Auxerre. Et le match du dimanche soir, ça sera l'Olympique Lyonnais contre l'OGC Nice. Et ça sera au Groupama Stadium. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette Ligue 1. On va juste finir avec notre séquence les anciens de Ligue 1 ou les joueurs français à l'étranger. Messieurs, qui vous avez décidé de mettre en lumière pour cette semaine Guillaume, tu commences? Ouais, bah, c'est pas forcément un joueur qui évolue à l'étranger, c'est un joueur qui évolue en Ligue 2. En fait, c'est Mathis Niflor. Je sais pas si vous connaissez, je pense que peut-être. Très peu. Donc c'est un gardien, bah, du coup formé à Toulouse, tu vois? Il y a beaucoup d'espoirs qui sont
bah, qui sont misés sur lui. C'est de la génération, si je dis pas de bêtises, c'est la génération 2005 de Toulouse et bah, en fait, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui le voient comme, comme digne successeur de Guimarães. Je pense qu'il y a des grandes choses qui partent, à la fin de la saison. En plus, l'année dernière, il y avait pas mal de rumeurs comme quoi il devait déjà partir. Il y a eu des rumeurs aussi un peu au mercato hivernal et bah, en fait, il est parti un peu se forger à Dunkerque en Ligue 2. En plus, bah, Dunkerque qui avait, justement l'année dernière aussi, ils avaient déjà eu, des expériences avec des gardiens un petit peu qui se font prêter, qui relancent et ça s'était très bien passé. Donc il est parti là-bas et au début, ça s'était un petit peu mal passé pour lui, tu vois? Il avait commencé en tant que titulaire, il avait fait, 1 ou 2-3 erreurs qui lui avaient coûté, bah, du coup, sa place en tant que titulaire et puis, bah, là, finalement, il s'est totalement remis dans le bain. Il sort d'une grande performance là, je crois contre, si je dis pas de bêtises, je vais regarder pour ne pas dire de bêtises, mais il sort d'une grosse performance. Je crois il est sollicité pas mal de fois, il fait 5 arrêts, il permet à son équipe, bah, du coup d'avoir un clean sheet. Il a même été cité dans les, bah, justement dans le 11 de l'équipe là des joueurs français. Mmh. Donc, voilà, juste, C'était histoire contre de Guingamp? exactement, contre Guingamp, exactement. Donc, voilà, il a permis à son équipe d'avoir un clean sheet, même si bon, ils sont pas repartis avec les 3 points. Voilà, il sort des belles performances en ce moment, donc voilà. OK. Et bah, donc le nom du gardien, du coup, est-ce que tu peux nous le répéter comme ça, on l'enregistrera? Niflor. Voilà, Mathys Niflor, Mathis exactement. Niflor, et ben, à noter, on suivra ça, vers la Ligue 2. Gaëtan, tu souhaitais nous parler de qui? Je veux juste donner une petite info aussi en aparté parce que Allez, quand allez, les infos. il parle des jeunes, donc bah, c'est l'occasion aussi de parler des jeunes, moi que aussi j'ai pu côtoyer dans mon passage en 17 Nas la saison passée. Un joueur qui, était qui avait 15 ans la saison passée, qui était surclassé en U17 Nas, qui est là cette année surclassé en U19 Nas à Montpellier, qui s'appelle Lassine Maignan-Pavé, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui est un petit peu courtisé par tous les top clubs européens. On avait vu des rumeurs un petit peu avec le Barça, qui vient de signer en fait son contrat pro avec Montpellier et qui du coup maintenant s'entraîne avec l'équipe première. Sélectionné en équipe de France jeune, profil typique de l'attaquant moderne. Donc voilà, tu as parlé un petit peu de jeune, ça m'a fait penser à cette information-là. C'est vraiment un prospect à suivre un petit peu dans les catégories de jeunes, et notamment au poste d'attaquant voilà, dans les différents championnats nationaux. Il est en Et quelle non, excuse-moi. vas-y, dis-moi. Je voulais te savoir, du coup, il a quel âge et il joue avec, en équipe de France, il joue avec quelle sélection? Il était avec les U17 en sélection. L'année dernière, il avait 15 ans, donc du coup, il a 16 ans. J'ai juste vérifié son année de naissance, mais je crois que c'est un. Du coup, attends, 16 ans, ça va en 2026. Ah, 2009 ou Ouais, 2010, je crois. 2009, même 2010, hein? 2010, ouais. Non, 2010, 2010, 2010. Et je 2010. vous laisse rechercher sur Google, mais vous allez voir Beau Bébé. Il joue avec un joueur, bah, on avait deux joueurs nous qui ont signé à Montpellier. Il joue un petit peu cette année avec un joueur en 19 Nas. Il a fait une ou deux apparitions avec la N3. Bon, physiquement, c'est une bête. Donc, ouais, joueur intéressant à suivre qui devrait avoir, je pense, des minutes assez prochainement dans l'effectif de Montpellier avec la Ligue 2. Peut-être pas cette saison, mais très rapidement, je pense, à la saison prochaine. D'accord. Est-ce que tu peux juste nous rappeler son nom, comme ça on l'enregistre? Lassine Maignan-Pavé. Lassine Maignan-Pavé, donc on suivra le joueur, quand il sera en équipe de France à 17 ans, équipe de France A. En tout Il est cas, dans on lui sou FM, il est dans FM, il est dans FM. ah Là, ça j'ai mon c'est ça c'est la pépite question. là, en ce moment là. Voilà, tu vas le recruter avec le SMK là. Exactement, exactement. On va aller chercher le jeune joueur. Donc du coup, Lassine, merde, j'ai Mais oublié. non, pareil. Lassine Maignan-Pavé, on enregistrera et on suivra son évolution s'il peut accéder au très très haut niveau. Est-ce que tu souhaitais nous parler de ce joueur ou on reste sur lui? Ouais. Du coup, je viens de vérifier, ouais, c'est en 2010. Et ouais, non, à la base, je voulais te parler du match hier entre Porto et Sporting. Juste bah, voilà, pour valoriser un peu l'arrivée de Seko Fofana à Porto, qui a été décisif dans ce choc au Portugal. Et il y a aussi un autre ancien de Ligue 1 qui s'est illustré, un ancien Marseillais, un joueur qui arrive à marquer des buts cette année, Luis Suarez. Donc ouais, voilà, un petit peu parler de ce match que j'ai suivi hier pour des raisons financières, on va dire. Et, et non, ouais, voilà, deux anciens joueurs de Ligue 1 qui sont illustrés. Et ouais, c'est qu'au Fofana, ben, tu butes un petit peu dans ses caractéristiques agressives, qui fait une première reprise de volée. Derrière, il y a un aller contré, un autre levé à tirer. Un but un peu cafouillage, mais qui montre sa détermination, en fait, ben, peut-être de se relever de sa période un petit peu difficile récemment.
OK. Et ben, on a parlé de bah, tu as parlé de Porto, il y a aussi Thiago Silva, hein, l'ancien du Paris Saint-Germain et avec leur coach Farioli aussi, coach à l'OGC Nice et même, Terem Moffi qui a signé du côté de Porto. Pour finir, moi je voulais juste parler d'un vieux briscard qui est revenu en Europe, hein. Il s'était un peu exilé du côté de l'Arabie Saoudite et c'est N'Golo Kanté qui fait son retour du côté de Fenerbahçe. On sait qu'il était sélectionné quand même toujours avec Didier Deschamps malgré, il a eu pas mal de blessures. Mais N'Golo Kanté qui fait son retour en Europe, qui jouera en Ligue Europa normalement contre Nottingham Forest pour les barrages avec le Fener. Le Fener qui a pas mal investi sur le mercato hivernal. Il y a aussi Matteo Guendouzi, l'ancien Marseillais, et le joueur, l'international français, hein, qui a fait quelques matchs avec l'équipe de France, qui a signé de ce côté. Hier, ils ont gagné contre Genclerbirliği, Birligi, donc l'équipe turque. Donc N'Golo Kanté qui était titulaire et qui est de retour en Europe. On suivra sa progression. Et aussi, l'ancien de la Ligue 1, donc Sediki Cherif, qui est rentré lors de ce match de Fenerbahçe. Voilà, je pense pour cette séquence, les Français à l'étranger ou les anciens de Ligue 1, on a été encore une fois plutôt pas mal. Et Rajouter 3 joueurs ou pardon? tu peux rajouter 2-3 joueurs ou? Vas-y, rapidement, hein, parce qu'on est quasiment à 2 heures d'émission. Ah ouais? Non, mais c'est bon, Moi, laisse. Vas-y, vas-y, moi, vas-y, moi, vas-y, je au point où on pense en que est. tu voulais parler de Jérémy Boga qui a fait une passe D à la Ah, Juve. Non, ah, même pas en plus. Je voulais juste, moi, vous savez toujours, je parle toujours des joueurs de Toulouse. J'aime bien suivre un peu les évolutions. vas-y, Donc non, vas-y. un petit joueur, c'est Mathis Saka qui a été prêté là du côté de Rodez, qui a été élu là dans les pépites du mois. Je crois qu'il a fait une passe il y a pas longtemps. Il fait des bonnes prestations et c'est un joueur du coup que j'avais beaucoup aimé du côté de Toulouse en jeune que je pensais c'était limite lui qui allait peut-être plus avoir de temps de jeu justement. Du côté des professionnels, il a un petit peu il a un profil très intéressant dans le sens où il peut jouer au cœur du jeu et dans un poste un petit peu plus haut en tant que second attaquant. Donc voilà, et aussi il y avait Noah Djouma qui a signé à Lille, alors qu'il évolue Quel du côté joueur de en Toulouse. plus. En fait. Ouais, alors qu'il jouait pas du tout, à Toulouse. Il a pas forcément eu sa chance, alors que c'est un joueur très fin, très technique, que j'aurais bien voulu justement avoir du côté de Toulouse. Là, cette saison, en vrai, il aurait pu avoir sa chance. Donc, justement, là, je suis un peu curieux de voir qu'il a rebondi à Lille. Tu vois, en plus, Lille, ils ont quand même investi quand même une bonne somme d'argent sur lui. Donc, je suis curieux de voir du coup ce que ça va donner du côté de Lille. Voilà. Bon, en tout cas, on suivra évidemment. De toute façon, chaque semaine, on parle des équipes de Ligue 1. Si Edjouma s'impose dans cette équipe lilloise, on en parlera évidemment. Voilà, on va pouvoir clore cette émission une nouvelle fois. C'était une émission très longue cette fois-ci, hein, 1h47 on est, mais ça a été toujours très intéressant. On a parlé de Lille, de Rennes, de Paris, de Marseille, de Rennes et de tous les autres clubs de Ligue 1. Gaëtan, merci une nouvelle fois d'avoir été là. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux. On les mettra évidemment sur la rediffusion sur YouTube. Et ben, merci Gaëtan une nouvelle fois. Bah, écoute, encore un plaisir et content d'avoir parlé 1h20 sur Medina. C'était un sujet hyper intéressant. C'est de la faute de Guiange, on dira. Guiange, merci à toi, hein, ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu sur les Ouais, émissions. ouais, On espère te revoir bientôt. Et ouais, bah, merci à toi aussi. pas de souci. Merci à toi encore. Eh bah ouais, bah, en tout cas, les émissions à 3 c'est toujours aussi cool. On espère même faire une émission à 4, hein, vu qu'il y a Tiziano aussi. On essayera de placer ça. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre Attrick FR sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, sur la chaîne Twitch aussi pour les lives du matin, la chaîne TikTok aussi pour les matins, l'actu du jour, 10h, midi. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine évidemment pour parler de la 22e journée de Ligue 1. En attendant, prenez soin de vous et passez une bonne fin de journée. Ciao les amis.